Nous donnerons aussi la parole, s'il le souhaite, à Monsieur le Président de la Commission et à Monsieur le rapporteur général du budget. Donc nous avons beaucoup de questions, évidemment, à vous adresser, Monsieur le Président directeur général, sur cette question des profits exceptionnels, à la fois d'ailleurs sur la manière dont on les caractérise, leur montant, leur provenance, à la fois d'ailleurs géographique et par type d'activité, sont-ils amenés à durer ou non selon les différentes estimations qu'on peut faire des évolutions du marché du pétrole, du gaz et plus généralement de l'énergie dans les années à venir. Quel usage en effet, ou est-il prévu d'en faire? Là aussi, ça nous paraît être une question extrêmement importante, à la fois en termes de gestes en faveur du pouvoir d'achat, que ce soit d'ailleurs des Français ou de vos propres salariés, mais aussi en termes d'investissement, particulièrement dans la transition écologique. Nous aurons aussi l'occasion d'aborder les questions fiscales, à la fois les montants d'impôts, de cotisations que vous acquittez d'ores et déjà, et puis les différentes pistes d'évolution qui peuvent être débattues tant au niveau national qu'européen. Nous avons donc beaucoup de sujets à discuter. Ce que je vous propose, c'est peut-être de faire un propos introductif d'environ 5 minutes, ce qui permettra ensuite de passer aux questions. Je vous cède la parole. Bonjour, messieurs les rapporteurs, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Merci de m'accueillir aujourd'hui pour répondre directement à vos questions. J'ai d'ailleurs pris la décision, et je m'en excuse auprès de M. Bourlange, puisque je devais être auditionné ce matin par 2 commissions, de vous donner plus de temps à celle-là qui avait un calendrier urgent. Et je remercie M. Bourlange. J'irai devant la commission des affaires étrangères sans doute au mois de novembre, mais je ne pouvais pas, dans la même matinée, faire les deux de façon, correcte à répondre à toutes vos questions. Bon, je voudrais juste, sur le sujet fiscal, rappeler un certain nombre d'éléments juste pour cadrer l'exercice de mon point de vue. Et puis après, je répondrai à toutes vos questions. Et je suis animé ce matin dans un esprit de totalement de transparence. Nous n'avons rien à cacher sur ces matières-là. Nous sommes d'ailleurs à l'origine d'un rapport de transparence fiscale qui est paru en début d'année, en mars 2022, en avance sur tous les débats qu'on appelle les CBCR, que nous avons été largement au-delà du périmètre européen pour, vous y trouverez dans ce document, les 80 pays dans lesquels nous produisons du pétrole. Donc on a étendu le périmètre de façon à être le plus large. Ça coûte 80% de notre chiffre d'affaires. Et donc en la matière, mon mot d'ordre, c'est soyons transparents. Donc je vais rappeler simplement d'abord, je vous rappelle que nous payons bien évidemment des impôts sur les bénéfices, mais dans les pays où nous réalisons des bénéfices, c'est un principe de territorialité qui est un principe de non-double imposition qui fixe le droit international de la fiscalité d'entreprises comme la mienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un principe qui est reconnu dans de très nombreux pays, bien évidemment par la France, qui a signé de très nombreuses conventions fiscales internationales. Fondamentalement, un même profit ne peut pas être imposé 2 fois. Il y a 2 grands types de régimes fiscaux aujourd'hui. Il y a des régimes fondés sur la territorialité, qui prévoient que les profits réalisés dans le pays sont imposables dans ce pays-là. C'est le régime, d'ailleurs, français. Puis il y a des régimes dans d'autres pays qui sont dits mondiaux, où on prend la taxation dans le pays de la maison mère des profits de l'ensemble des filiales de la maison mère. Mais tous ces régimes-là prévoient la non-double imposition, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une base mondiale, on déduit de l'impôt qui serait dû par la maison mère les impôts déjà payés à l'étranger. Voilà les 2 grands régimes. On a d'ailleurs été soumis dans notre histoire de 2000 à 2011 par le fameux bénéfice mondial consolidé à ce régime dit mondial. J'ai fait refaire les calculs pour voir s'il y aurait une différence. On aurait payé exactement la même chose sur la période 2000-2010 si on avait été sur une base mondiale ou sur une base française, parce qu'encore une fois, profondément, nous faisons des bénéfices dans la plupart de nos pays où nous produisons du pétrole et du gaz. Et donc ces bénéfices et ces impôts que nous aurions payés là ont été déduits de la base d'imposition française. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous payons des impôts. Pour ceux qui et notamment dans le monde, je voudrais juste rappeler 3 chiffres. En 2020, avec le Covid, les prix s'étaient effondrés. Nous payons mondialement, c'est l'année la plus basse, 6 milliards de divers impôts sur les bénéfices et taxes à la production. C'est mondial. En 2021, nous en avons payé 16 milliards. 8 milliards d'impôts sur les bénéfices, 8 milliards de taxes à la production. En 2022, nous paierons 30 milliards d'impôts et de taxes à la production mondialement. 30 milliards de dollars. Je parle en dollars, décidément, mais il se trouve qu'en ce moment, le dollar et l'euro sont pareils. 30 milliards. Pourquoi? Parce que dans la grande majorité des pays producteurs où nous sommes implantés, la fiscalité s'adapte avec les prix du pétrole. Donc en fait, la rente pétrolière ou gazière est captée par les pays où nous exploitons les ressources naturelles, où nous les produisons,
Et donc, c'est là que nous payons l'immense majorité de ces impôts sur les sociétés et ces taxes à la production, qui correspond bien au principe mondial de territorialité dont je vous ai parlé. Ça, c'est pour le niveau mondial. Alors maintenant, j'en viens à la France, qui bien évidemment vous intéresse. Alors en France, les activités que nous avons ne sont pas du tout des activités de rente pétrolière, nous avons des activités de marge, nous avons des activités notamment de raffinage. Le raffinage, comment ça marche? C'est assez simple. Le raffinage achète du pétrole au prix mondial du pétrole. C'est les règles que nous imposons, évidemment mondiales, qui sont que tous les prix de transfert sont les cotations mondiales. Et puis, on raffine ce pétrole pour en faire de l'essence, du diesel, du kérosène. On a des cotations sur les marchés européens pour les raffineries françaises, puisque c'est les marchés de Rotterdam qui sont les marchés directeurs. On fait la différence entre les cotations de ce qu'on produit et notre prix du pétrole, et puis on enlève des coûts fixes. Le résultat de tout ça, c'est qu'en fait, le raffinage français est en perte assez régulièrement. Pourquoi ? Parce que profondément, le marché européen de l'essence du diesel est en baisse, qu'il y a des surcapacités de raffinage au niveau européen, et qu'on se retrouve avec un business raffinage qui, en fait, profondément, les revenus que nous en tirons, la marge sur coût variable que nous tirons, cette différence entre les ventes de produits raffinés et l'achat de pétrole brut, n'est pas rentable ou ne permet pas de couvrir les coûts fixes. Alors, plus concrètement, pour que les choses soient claires, on a répondu à un questionnaire assez complet, d'ailleurs, que messieurs les rapporteurs nous ont adressé. Depuis 2021, quand on regarde les bases fiscales, je regardais de 2013 à 2021, les bases fiscales françaises, en fait, sur la période, on a à peu près, d'ailleurs, on a des pertes reportables aujourd'hui de 5,3 milliards d'euros, dont 4,3 milliards d'euros viennent du raffinage français. Je vais vous donner la série de chiffres, c'est pas très brillant. En 2013, nous avons perdu fiscalement moins 840 millions d'euros. En 2014, moins 1,4 milliard. En 2015, moins 300. En 2016 et 2017, on a fait des profits de 150 et 400 millions. En 2018, moins 300. En 2019, moins 200. En 2020, année noire du Covid, moins 1,5 milliard. Et en 2021, moins 240. Alors effectivement, cette année, nous allons, compte tenu que les marges de raffinage, à cause d'ailleurs, en partie du fait que de la décision des pays européens de faire un ban, de bannir les produits russes, notamment le diesel russe, les cotations ont remonté, donc nous allons gagner de l'argent, mais alors ça ne couvrira loin s'en faut les pertes que nous avons faites, puisque notre marge au cours du premier semestre en France, en moyenne, est à peu près de 50 € la tonne. Donc on devrait faire un résultat sur l'année, de l'ordre, dans le raffinage, j'imagine, de l'ordre de 600 millions d'euros, autour de ça. Bon, par ailleurs, en France, nous n'avons pas que cette activité. Je vous rappelle que nous avons des activités également de distribution de gaz et d'électricité, où le blocage et le bouclier tarifaire se traduit dans des entreprises comme la nôtre par des pertes relativement importantes. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes. Alors, en France, au-delà de l'impôt sur les sociétés, qui attire beaucoup l'attention, l'entreprise est fournisseur de taxes diverses et en fait non seulement de taxes sociales, enfin de cotisations sociales, pardon, pour à peu près 1 milliard d'euros par an, puisque nous avons 35 000 salariés en France, mais également d'autres taxes qui représentent en gros entre 600 et 1 milliard d'euros par an. Et notamment, il y a une taxe qui est ce que les gens, une retenue à la source sur les dividendes pour tous les actionnaires étrangers de TotalEnergies, qui sont nombreux, qui représentent à peu près 500 millions d'euros par an. C'est d'ailleurs parce que notre siège est en France que nous payons ces 500 millions d'euros. Notre siège, comme nos concurrents, serait dans deux pays qui n'ont pas ce type de retenue à la source, ces 500 millions d'euros sont là. Donc la contribution entre, je dirais, cotisations sociales, taxes à la production et notamment cette retenue à la source sur les dividendes représente en gros de l'ordre de 1,6 à 1,9 milliard d'euros par an de contribution au budget français. Autre point, je vais parler de transparence. Alors, un point que vous avez souligné, qu'est-ce que nous faisons de nos profits, qui sont effectivement plus importants cette année ? Bon, la première priorité que nous avons, puisque vous avez vu que Total est devenu TotalEnergies, qui se traduit profondément par une évolution de notre stratégie, puisque d'un business model qui était centré sur pétrole et gaz, nous avons décidé de rentrer dans la troisième énergie qui est l'électricité, et notamment à partir d'énergies renouvelables. Et de façon massive, puisque notre ambition est d'être, d'ici la fin de la décennie, dans les 5 premiers producteurs mondiaux d'énergie renouvelable.
Nous avons fortement accéléré, puisque nous sommes passés de 2019, où nous investissions dans les énergies, je dirais, décarbonées, un peu moins d'1 milliard. Nous étions à plus de 3 milliards l'année dernière. Nous sommes à 4 milliards cette année. Et compte tenu du fait qu'en ce moment, nous avons, je dirais, nous bénéficions d'un contexte plus favorable, nous allons pouvoir accélérer cette transition en augmentant globalement nos investissements, non seulement en valeur absolue, mais également en quote-part, puisque nous allons viser à peu près qu'un tiers de nos investissements aillent dans les énergies décarbonées. Donc, il y a et notamment pour construire, je dirais, un bras de production et de distribution d'électricité qui soit important à l'échelle mondiale. Donc, voilà. Alors, bien évidemment, nos bénéfices, il n'y a pas que l'investissement dans l'entreprise, il y a également nos salariés et ça relève du dialogue social. J'ai reçu les organisations représentatives il y a la semaine dernière, mais bien évidemment, elles pourront bénéficier, elles aussi, de la prospérité qui est générée en ce moment par l'entreprise, sachant que les années comme les années du Covid, on avait dû prendre des mesures plus difficiles. Donc il faut qu'on équilibrera, et elles sont bien évidemment au premier point de nos préoccupations, et nous utiliserons sans doute les dispositifs votés par l'Assemblée nationale de façon relativement large, mais encore une fois, cela relève du dialogue social. Voilà ce que je peux dire en introduction. Je suis bien évidemment prêt maintenant à répondre à vos questions. Merci pour cette introduction. Merci de vous être rendu disponible pour cette audition. Je vais vous poser les premières questions. L'objectif de notre mission, c'est de regarder sur les secteurs qui sont concernés par le périmètre de la mission s'il existe effectivement des profits exceptionnels et de savoir s'il faut mettre en place des dispositifs pour les taxer en France. De ce point de vue-là, dans le questionnaire que vous nous avez transmis, les réponses que nous avez transmises, les chiffres de vos résultats à l'échelle mondiale sont indiqués et sur le premier semestre 2022, on se rend compte que le résultat qu'a réalisé l'entreprise que vous dirigez sur un semestre est à peu près l'équivalent de la moyenne qu'il était réalisé entre 2017 et 2019. Je mets l'année 2020 de côté parce qu'on sait que c'est une année qui a été une année particulière. Logiquement, la question que notre mission doit se poser, c'est de savoir si dans ces résultats, une partie, la source de ces résultats provient du territoire national, même si les bénéfices, eux, sont réalisés ou déclarés, en tout cas, dans d'autres pays. Ça m'amène à deux questions. La première question, c'est la question sur les marges de raffinage. Puisque vous avez dit, le raffinage, c'est une activité dont les marges sont importantes, c'est ce que vous rappelez dans la réponse au questionnaire, mais vous dites, en quelque sorte, les raffineries françaises, elles sont peu utilisées. Vous avancez le chiffre de 62% dans l'utilisation des capacités françaises, et dans votre propos introductif, vous nous dites, c'est parce que le marché européen sur les raffineries, en quelque sorte, il est un peu saturé. Pourtant, dans le même questionnaire, vous nous dites que c'est 62% les capacités d'utilisation en France, et que c'est 89% pour les autres raffineries européennes. Donc je me permets de poser la question, pourquoi cette différence? Et pour dire les choses franchement, on pourrait se poser la question de savoir s'il n'y a pas, de manière un peu volontaire, une sous-utilisation des raffineries françaises pour pouvoir sortir un certain nombre de profits afin qu'ils soient réalisés dans d'autres pays que la France. C'est une question qu'on pourrait se poser, et donc j'aurais besoin de votre réponse sur le sujet. Deuxièmement, dans la même logique, on peut se poser la question de savoir si, du point de vue de votre politique de ce qu'on appelle des prix de transfert, il n'y aurait pas là une manière aussi de faire en sorte que des bénéfices qui correspondent en vérité à une activité qui a lieu sur le territoire en France, en réalité, soit déclarée dans d'autres pays. Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser, d'un point de vue de politique de prix de transfert, à part les échanges de produits d'une filiale à l'autre, quelles sont les autres activités qui correspondent à des prix de transfert entre les différentes filiales de votre groupe, et notamment, est-ce que vous pouvez détailler de quoi il s'agit en matière de recherche et développement, en matière d'expertise, etc., pour qu'on y voit plus clair. Enfin, troisième et dernière question, et je m'arrête là, question que vous n'avez pas abordée pour l'instant, ça m'intéresserait d'avoir des informations sur l'impact de la remise extraordinaire ou exceptionnelle que vous avez mis en place de manière unilatérale, et notamment de savoir si, oui ou non, comme semble le dire un certain nombre de personnes dans la presse, ça s'est traduit pour vous par une augmentation de vos ventes, des chiffres de 20% ont été avancés, et de savoir si vous confirmez ces chiffres, si effectivement cette remise s'est traduite par une augmentation de vos ventes. Voilà, je vous remercie. Sur le premier point,
J'ai dit, en ce moment, les marges de raffinage sont positives. Donc, on a tout intérêt à faire marcher toutes nos raffineries, y compris les raffineries françaises. Bon, il se trouve que 62% a été impacté par 2 événements. On a une raffinerie en Normandie qui avait eu un accident, qui a mis du temps à redémarrer. Maintenant, elle tourne à fond. Et par ailleurs, on avait la raffinerie de Donges, qui faisait des pertes importantes qu'on avait décidé d'arrêter au moment du Covid et qu'on a redémarré au mois d'avril. Donc ce chiffre aujourd'hui de 62% sur le premier semestre est revenu à 80-85%. Ces outils-là, profondément, il faut les faire tourner au maximum. Donc il n'y a aucune politique délibérée contre la France, surtout qu'en ce moment, on a un marché qui est porteur. Donc je veux dire, autant des arbitrages ont pu être faits, notamment sur la raffinerie de Donges au moment du Covid, puisque chaque litre d'essence ou de diesel qu'on produisait se traduisait par des pertes. Au passage, je rappelle que pendant la période du Covid, le groupe Total Energy n'a demandé aucun soutien à l'État français, aucun soutien. Ils sont probablement les rares groupes français à avoir dit non, nous ne voulons aucun soutien, malgré des pertes extrêmement importantes, comme je viens de le dire, sur nos activités françaises. Je considérais que c'était totalement responsable, que de la part d'un groupe comme le nôtre, on doit être capable de traverser des périodes difficiles de façon à faire face à ces difficultés. Vous avez bénéficié de chômage partiel, vous êtes... Non, nous n'avons pas bénéficié de chômage partiel. Vous pouvez le vérifier euro par euro. Les quelques usines qui avaient demandé à le faire, nous avons rendu nous-mêmes tous les euros à l'État, puisqu'au premier mois, et donc il n'y a eu aucun dispositif dans le Total Energy à bénéficier en France en 2020. Et j'y ai veillé personnellement. Deuxième question que vous me posez, les prix de transfert. Les prix de transfert, c'est des mythes. D'abord, je veux dire, c'est un sujet, vous aurez accès sans aucun doute aux dossiers fiscaux de Total Energy, qui est extrêmement suivi. En fait, il y a un principe simple. Les prix de transfert se font dans nos métiers sur la base des cotations internationales des produits qui vont d'un pays à un autre. Donc, lorsque je produis du pétrole en Angola, ce pétrole est vendu aux activités de trading de Total Energy au prix international du pétrole. Et donc, l'Angola va me taxer sur le prix du pétrole moins le coût de production. C'est là qu'il y a une rente. Et puis, lorsque je viens en France faire du raffinage, je vais acheter du pétrole au prix international et je vais vendre mes essences et mon diesel au prix international. Ça, c'est les règles de base, des règles qui sont mondialement admises. Tout le système, je dirais, de fiscalité mondiale fonctionne comme ça et il est suivi. Alors après, vous soulevez des questions qui est en quoi des coûts de holding, où la maison mère et les activités de recherche, que nous localisons à peu près à 50% en France, à peu près la moitié des chercheurs de Total Energy sont en France, comment nous refacturons à nos filiales, l'Angola par exemple, qui bénéficient du fait qu'il y a des savoir-faire. Chaque année, et ça aussi nous y veillons, et c'est aussi suivi, nous refacturons à peu près 2 milliards d'euros des services techniques ou du service de personnel de la France aux diverses filiales du groupe international. Ce sujet est suivi de très près dans le cadre d'ailleurs d'une convention de transparence fiscale. J'ai venu avec moi d'ailleurs ma directrice fiscale que j'aurais dû présenter, Nathalie Mognetti, qui suit à très près. Et donc, oui, nous refacturons des services et selon des certain nombre de conventions qui sont prévues. Et d'ailleurs, c'est tout à fait notre intérêt, puisque dans la plupart de ces pays, Total Energy n'est pas tout seul. Je suis en partenariat avec d'autres compagnies internationales, et donc c'est un moyen pour nous de refacturer à un certain nombre de partenaires internationaux une partie de nos coûts centraux. Donc, nous avons tout intérêt à ce que cette mécanique de reversement, de déversement, je dirais, des coûts centraux vers nos filiales puisse se faire. Et non seulement c'est suivi par les commissaires aux comptes, il y a des audits qui sont faits de tous ces prix de transfert, et après, le fisc français, il passe du temps. Donc, je sais qu'on peut nous dire qu'il n'y a pas de manipulation en aucune façon de ces prix de transfert. Ça suit les règles internationales qui sont connues, transparentes, et sur lesquelles Nathalie Mognetti pourra vous éclairer plus avant, mais je vous en ai donné les principes essentiels. Alors, maintenant, l'opération de rabais. Bon, d'abord, je voudrais dire qu'on avait commencé dès le mois de mars, je veux dire, avant même le débat qui a pu avoir lieu au Parlement au mois de juillet, on avait pris l'initiative, dès le mois de mars, de nous-mêmes, voyant bien que le prix de l'essence, notamment, montait haut, de faire un effort directement. On avait décidé que les stations rurales françaises bénéficieraient d'un rabais de 10 centimes. On l'avait étendu à plus de stations au mois de mai, puis on est allé vers les stations autoroutières cet été. Tout ça a représenté, avec 10 centimes d'ailleurs, on a vu que nos concurrents, la plupart, nous suivaient.
C'est-à-dire que 10 centimes sur les autoroutes cet été, j'ai vu qu'il y avait un effet d'entraînement sur pas mal de concurrents qui nous ont suivis. Alors ça s'est traduit par des volumes un peu plus importants, une vingtaine de % de volumes qui sont venus chez nous. Et donc c'est une opération qui a coûté, je dirais, sur les 6 premiers mois de l'année, à peu près 100 millions d'euros. Alors depuis le début septembre, c'est totalement spectaculaire. Je dois dire qu'on est très étonné, ce qui veut dire que le spécial prix, on est passé à 20 centimes sur les stations de Total Énergie. Alors évidemment, les 10 centimes de plus, les concurrents ne nous ont pas suivis. Se traduisent par une ruée des Français sur nos stations, je le dis, à tel point que quand vous avez la première semaine plus 80% en moyenne sur les stations, effectivement, notre système de logistique n'est pas fait pour approvisionner des stations qui voient quasiment leur volume augmenter ce niveau-là. Donc on a eu malheureusement, il y avait des queues importantes, et puis on a eu des stations en pénurie, et donc on s'efforce de les approvisionner. Alors j'y gagne rien, hein, parce que alors là, pour le coup, à moins 20 centimes, ça se traduit par un vrai coût. Et donc, je peux vous dire que le bilan de l'opération, puisque je reçois un rapport hebdomadaire, j'en suis à un coût au bout de 2 semaines de 71 millions d'euros pour l'entreprise. Donc, depuis le début de l'année, 171 millions d'euros. Si je fais le calcul, le chiffre que vous a indiqué, monsieur le maire, le ministre Le Maire, fin juillet, de 500 millions d'euros, on devrait en être à peu près, puisqu'on a prévu de le continuer pendant encore cette semaine, là, jusqu'à la fin du mois d'octobre, à 20 centimes, passer à 10 centimes. Donc, l'estimation paraît forte. Alors, au passage, d'ailleurs, avec des phénomènes... au bilan de 2 semaines, je regardais les chiffres, on est en augmentation de volume globalement de 30%, parce qu'on gagne sur les particuliers qui viennent chez nous, mais par contre les professionnels, parce qu'en fait nos stations-service, en temps normal, ce n'est pas les particuliers qui viennent chez Total Énergie, sauf chez Total Access qui est moins cher, c'est plutôt des professionnels, les cartes des entreprises professionnelles qui ont des voitures professionnelles. Eux, par contre, on perd parce qu'ils ne veulent pas faire la queue. Donc ils ne viennent plus chez nous, ils vont ailleurs, je ne sais pas où ils vont, mais ils trouvent que faire la queue, c'est trop long pour leur métier. Voilà. Donc globalement, au bout de 2 semaines, on a gagné, tout volume confondu, voilà, plus 30% par rapport à l'année dernière sur les 2 premières semaines. Moi, je veux dire, c'est quelque part, je trouve que ça valide l'initiative que nous avons prise. Honnêtement, je ne suis pas sûr que j'aurais fait 20 centimes tout seul, parce qu'on était parti sur 10 centimes, s'il n'y avait pas eu un débat, je rends avec le ministre de l'économie, et le débat qui était parti, je pense, de cette Assemblée. Donc je lui rends le fait. Je trouve, comme je lui ai dit récemment, la semaine dernière, cette semaine, que finalement, il nous a rendu service, puisque les Français voient concrètement la traduction des super profits de Total Énergie directement à la pompe, et ils en profitent. Donc finalement, c'est une opération... qui doit contribuer à aider au pouvoir d'achat. Il faut dire qu'elle s'est cumulée. Je pense qu'il y a aussi eu le phénomène que le 1er septembre, non seulement il y a eu les 20 centimes de Total Énergie, mais il y avait les 30 centimes de l'État, et donc ça fait 50 centimes donc, qui ont été affichés directement sur les totems où on voit les prix. Les Français ont vu 2 € devenir 1,50 €, enfin, approximativement, surtout que c'est une période où le prix du pétrole les cotations ont un peu baissé. Bon, voilà, donc moi le bilan que j'en tire pour l'instant, c'est qu'en tout cas, ça nous le savions, en matière d'énergie, le prix est juste fondamental. Le signal prix est essentiel. On atteint le pouvoir d'achat, c'est un bien essentiel, nous le savons. La facture, les gens doivent rouler, notamment amener les enfants à l'école, aller travailler, ils doivent se chauffer, etc. Et donc, nous savons que dans ce métier-là, le prix est majeur pour les consommateurs, qu'ils soient d'ailleurs individuels ou professionnels. Voilà, je peux vous dire où nous en sommes à ce stade-là. Merci beaucoup d'ailleurs sur cette question de la ristourne. J'en profite pour signaler que pour ma part, je m'étonne parfois de voir certains vous reprocher, si je puis dire, à la fois les profits que vous réalisez et les gestes que vous faites pour en restituer en partie aux Français. Pour ma part, en tout cas, préoccupé justement par la protection du pouvoir d'achat de nos concitoyens, j'incite plutôt vos concurrents ou d'ailleurs l'ensemble des grandes entreprises qui sont confrontées à ces enjeux à réaliser des opérations de la sorte. Je pense que c'est dans l'intérêt général. Je voulais vous interroger de nouveau sur la question fiscale, puisque dans les discussions que nous avons, c'est évidemment une des options qui est envisagée, et je tiens à préciser qu'elle est, en tout cas à mes yeux, ni un totem, ni un tabou. La fiscalité peut parfois être efficace, parfois elle peut être contre-productive, selon ses modalités et selon ses circonstances. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vous interroger sur les initiatives ou les propositions qui ont été formulées par la Commission européenne la semaine dernière. Elles me paraissent dignes d'être examinées et intéressantes à au moins double titre. Le premier, c'est qu'une initiative strictement nationale, à entendre d'ailleurs les différents intervenants qui ont pu être auditionnés par notre mission, et vous-même, dans votre propos introductif, serait bornée à l'assiette nationale. C'est d'ailleurs
Je le signale aussi pour les membres de la mission, ce que même l'ONG Oxfam, qu'on ne peut pas soupçonner de complaisance envers les multinationales, a signalé dans le rapport qu'elle a publié sur cette question. Une initiative européenne permettrait donc d'avoir une assiette plus large, puisqu'elle inclurait l'ensemble des activités européennes. Vous êtes d'ailleurs, je crois, mais vous pourrez nous éclairer dessus, au niveau européen, producteur et pas seulement distributeur ou raffineur. Je pense notamment à vos activités au Danemark ou aux Pays-Bas. Ensuite, et c'est aussi un élément qui est ressorti des différentes auditions qu'on a pu mener, une initiative européenne permettrait de limiter les effets négatifs sur l'investissement ou sur l'attractivité de notre pays, puisque tous les acteurs économiques dans tout le continent seraient soumis, si je puis dire, aux mêmes règles. Donc pour bien comprendre et pour bien éclairer ce débat, je voulais savoir au niveau européen si vous pouviez nous dire quelle part d'ores et déjà été restituée aux États. Vous avez mentionné les impôts et les taxes en France. Est-ce que vous disposez d'éléments au niveau européen ? Est-ce que vous disposez d'ailleurs d'éléments, puisque ça permettrait aussi d'éclairer le débat, au-delà des impôts et des taxes, sur les sommes qui sont restituées aux États européens au titre de vos activités de producteurs d'électricité? On sait par exemple que dans les énergies renouvelables, il existe d'ores et déjà des dispositifs qui permettent de caper les profits exceptionnels. En France, quand le prix de marché est au-dessus d'un prix fixé, d'un prix de rachat, les opérateurs d'énergie restituent à l'État les sommes considérées. Et donc, ceci étant dit, avez-vous une estimation de l'impact, que ce soit d'ailleurs en termes d'assiette ou de montant, du plafonnement des revenus des producteurs d'électricité, ainsi que de la contribution de solidarité exceptionnelle sur les producteurs d'hydrocarbures, telle qu'elle a été proposée par la Commission la semaine dernière? Bon, d'abord, vous avez dit beaucoup de choses qui me paraissent correctes dans le débat, notamment quand je pense... bon, on a deux activités en Europe, des activités de producteurs dans 3 pays, dans l'Union européenne. En fait, nous produisons dans 5 pays, mais en Europe, mais 3 qui sont le Danemark, les Pays-Bas et l'Italie, où nous produisons du gaz ou du pétrole. Nous sommes aussi producteurs au Royaume-Uni et en Norvège, mais ce n'est pas dans l'Union européenne. Au passage, ces pays producteurs, il faut savoir que le taux de fiscalité de la Norvège est de 78% sur les activités de production de pétrole et de gaz. 78%, je paye en Norvège d'impôts sur les bénéfices. Donc, c'est une fiscalité qui est relativement élevée. J'ai dit 49% pour le groupe au niveau mondial cette année, 70% en Norvège. Et le Royaume-Uni, comme ça se passe dans beaucoup de pays producteurs, je l'ai dit, qui a une fiscalité qui s'est baissée quand le prix du pétrole baisse, parce qu'il cherche à maintenir les investissements, à remonter sa fiscalité sur la production gazière et pétrolière de 25%. Mais oui, il l'a accepté. Et vous n'avez pas entendu Total Energy d'ailleurs dire que c'était pas bien, parce qu'on savait aussi que le Royaume-Uni, lui, il a baissé quand le prix du pétrole a un moment baissé. Ils cherchent à adapter leur fiscalité. Ce qu'on voit dans un certain nombre de pays producteurs, mais encore une fois, ils taxent la rente pétrolière. Donc, premier point, en matière de raffinage, il me paraît évident que l'Europe est le bon périmètre. Pourquoi ? Parce que les produits de diesel essence, moi, je ne les vends pas qu'en France. Mes raffineries françaises alimentent le marché européen. De même que nous avons des raffineries en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne, elles ne sont pas que sur le marché national. Donc, une taxation des raffineries françaises au détriment des taxations des autres raffineries m'obligera bien évidemment, c'est la mission de l'entreprise, d'optimiser pour le coup les productions des diverses raffineries en fonction des niveaux de taxation. Et deuxièmement, pourrait avoir une influence négative sur les investissements, des politiques d'investissement qu'on serait amenés à faire. Donc, je trouve que pour un marché comme le raffinage, où, encore une fois, on est dans une concurrence et un approvisionnement, un sujet européen, le niveau européen est le plus adéquat. Bon, naturellement, ça veut dire que quelque part, la base de taxation, pour moi, s'élargit, mais en tout cas, et je recommande, d'ailleurs, sur les projets de taxation européenne, il est très important que le taux qui soit fixé soit le même par tous les pays, parce que sinon, si on crée une concurrence fiscale entre les pays, ma directrice fiscale et puis mes équipes vont me dire, écoute, peut-être qu'à ce moment-là, le 60% que vous invoquez sera volontaire, même si ce n'est pas du tout l'objectif aujourd'hui. Donc, nous sommes, à partir du moment où il y a un débat, et le débat politique, il appartient aux leaders politiques de le faire, mais de le tenir, sachant que fondamentalement, quand même, je voudrais rappeler quelque chose d'important, c'est que notre pays, par exemple, souffre aujourd'hui quand même d'une désindustrialisation, et avec la désindustrialisation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a des emplois plutôt mieux rémunérés qui ont quitté le pays. On veut réindustrialiser ce pays. Tout ce que nous faisons aujourd'hui est écouté. Tout ce que vous faites au Parlement est écouté par l'ensemble des investisseurs, pas seulement par Total Energy, qui peut avoir une taxe en plus, est observé. Et bien évidemment, au moment où, pour être objectif,
l'Europe, malheureusement, à cause du drame ukrainien de cette guerre, est soumise à des tensions fortes, des signaux qui seraient défavorables à l'investissement de la part des divers parlements européens ne vont pas aider à convaincre les investisseurs internationaux ou européens à investir en Europe. Je veux dire ça. Il faut juste voir qu'aujourd'hui, c'est exactement, pour moi, à une période au moment où l'Europe fait face à une des difficultés, je dirais, économiques assez extraordinaires. J'espère qu'on en sortira rapidement de ce conflit et de ses conséquences. Donc, le niveau européen est bon, le niveau de concurrence. Alors, pour répondre à vos questions, pour l'instant, si on regarde le texte européen, il n'est pas encore totalement stabilisé. Je dois avouer que je suis un peu surpris que la définition du profit, ça soit de prendre la moyenne des 3 dernières années et dire qu'on aura de faire 20% de plus. Parce que si je prends mon activité de raffinage, qui en gros, je vous l'ai dit, a perdu de l'argent pendant les 3 dernières années, ça va faire 0 plus 20%, ça va faire 0. Ça veut dire que la base, c'est en gros, j'ai juste le droit d'être surtaxé pour la première année où je fais des profits. La moindre des choses, je l'ai dit au ministre Bruno Le Maire, ce serait à mon avis d'autoriser quand même les entreprises à récupérer une partie des pertes qu'elles ont faites. Parce que vous pourriez vous demander pourquoi j'investis dans du raffinage français, puisque j'investis pourquoi? Mais j'investis parce que, 1, c'est beaucoup d'emplois, 5000 emplois. 2, je sais que je vais avoir des années difficiles, mais j'espère avoir des années positives. Et donc, si les années positives, les profits disparaissent, ben, je ne vois pas très bien pourquoi je fais tout ça. Et en fait, la vérité, c'est qu'on investit d'ailleurs dans le raffinage français parce qu'on essaie d'apporter une réponse industrielle à ces pertes. On ne se contente pas de les regarder. Qu'est-ce qu'on a fait depuis maintenant au cours des 10 dernières années? On transforme une partie de nos raffineries en bioraffineries de façon à... On réinvestit plutôt que de faire des pertes dans des outils qui vont nous permettre de faire des carburants aériens durables dont on a besoin pour la transition énergétique. C'est ce qu'on a fait sur la raffinerie de la Mède près de Marseille. C'est ce qu'on est en train de faire à Grandpuits. Et c'est ce qu'on continuera à faire dans les prochaines années. Pourquoi? Parce que la demande de produits raffinés, le Parlement européen a voté qu'à partir de 2035, les seuls véhicules commercialisés seront électriques. Eh bien, ce n'est pas la peine de continuer à raffiner, avec la vraie difficulté majeure pour moi, qui est un sujet social, parce que chacune de ces raffineries, c'est beaucoup de monde, non seulement dans l'entreprise Total Énergie, mais les impacts locaux. Et donc, ce que nous cherchons à faire, c'est pas à arrêter les raffineries brutalement, c'est plutôt à les reconvertir pour essayer de profiter des savoir-faire et des outils que nous avons pour produire des énergies décarbonées dont on a besoin. Donc voilà. Alors, phénomène renouvelable, j'ai pas les chiffres pour répondre à vos questions. Oui, en France, il y a un mécanisme qui d'ailleurs me paraît sain. Je vais vous dire, alors, pour le coup, les producteurs renouvelables ont demandé aux États, alors, pour lancer leur projet, d'avoir une garantie de tarifs. L'État les assure, entre guillemets. Moi, il me paraît normal que ce soit l'État qui capture le surplus de l'assurance. Je sais que mes équipes ont dit c'est pas normal. Je vous dis non, attendez, là, il faut savoir. Si vous voulez garder les surplus, ben, vous ne demandez pas la garantie. Ce qui est d'ailleurs ce que Total Énergie va faire, c'est notre politique dans les énergies renouvelables. Nous avons décidé que, en gros, 70% de notre portefeuille serait couvert par ce qu'on appelle des contrats pour différence ou des contrats garantis. Et 30%, on ne cherchera pas les garanties. On ira sur le marché libre. On prendra le risque d'avoir un prix d'électricité qui ira vers le bas, vers le haut, comme on le fait dans le pétrole et dans le gaz. Et d'ailleurs, la vraie décision de Total Énergie, si on doit apporter quelque chose dans ce métier des énergies renouvelables électriciens décarbonés, c'est bien cela. Nous avons le bilan et la capacité à accepter la variabilité et la volatilité pour pouvoir investir sans demander aux États des garanties de revenus. Ce n'est pas du tout la philosophie de l'entreprise et c'est vers ça que nous nous orientons de plus en plus. Donc, alors, il se trouve que je n'ai pas la réponse, mais je pourrais vous la communiquer, monsieur le rapporteur, à la question précise. Tous les pays n'ont pas ce mécanisme. La France l'a, pas sur tous les contrats, d'ailleurs, sur les contrats plus récents, mais je n'ai pas du tout d'objection. Voilà, donc le débat européen me paraît le bon cadre. Je vous ai dit, après, la limite de ce bon cadre, c'est taxer de l'industrie européenne. Ça veut dire quelque part qu'il peut y avoir des réorientations d'investissement qui seront faits au sein de nos entreprises. Mais en même temps, voilà. Alors après, la définition donnée par l'Europe du surprofit, je vous ai expliqué pourquoi elle me paraissait un peu étrange. Moi, je souhaite qu'on puisse envisager de reporter des pertes, et puis d'autre part qu'une partie du profit est considérée comme normale, parce que nous dire que tout ce qu'on a est du surprofit, c'est la vraie difficulté de l'exercice, si je puis me permettre, auquel votre commission se confronte, c'est que moi, je ne sais pas définir un surprofit. Parce que les gens nous disent, vos profits, ils tombent du ciel. Non, attendez, je voudrais quand même savoir que cette entreprise, il y a 100 000 personnes qui travaillent depuis des années pour faire en sorte
de se retrouver dans une situation qui est plus favorable, mais avoir connu des favorables. Nous avons fait un pari en 2017 de devenir le numéro 2 mondial du gaz naturel liquéfié. Engie voulait vendre ses actifs, nous les avons rachetés. Aujourd'hui, le gaz naturel liquéfié, tout le monde découvre l'importance qu'il a dans la cohésion du monde. Effectivement, les paris que nous avons faits, et c'est des milliards d'investissements qu'on a mis dans le gaz naturel liquéfié, avec des rentabilités qui n'étaient pas nécessairement celles qu'on voit aujourd'hui. Il y a un bénéfice parce qu'on avait fait le pari que la demande de gaz naturel liquéfié augmenterait, pas seulement à cause de l'Europe, ça c'est une grande surprise, on n'avait pas du tout prévu que l'Europe devrait se passer du gaz russe, mais parce que fondamentalement le gaz, on le vend en Asie et ça se permet de substituer au charbon, ce qui est une façon de faire une transition énergétique dans les pays asiatiques. Donc c'est un pari qu'on a fait qui marche aujourd'hui. Pareil, je veux dire, le point mort de cette entreprise, c'est-à-dire le prix du baril qui nous permettait d'être à l'équilibre, en 2014 était à près de $100 du baril. Il est à $25 du baril. Ce n'est pas arrivé simplement parce que c'est arrivé par un travail très important de l'ensemble des équipes. On a changé la moitié de notre portefeuille dans l'espace des 7 dernières années. Et effectivement, nous avons un point mort, c'est-à-dire que nous sommes bénéficiaires au-dessus de $25 du baril. Le prix est remonté à $100. Bon, quand il était à 30, pendant le Covid, quand j'ai vu des prix négatifs et qu'il est tombé à $30 et que l'entreprise a fui des pertes, j'ai vu personne, et encore une fois, venir nous dire que c'était un problème. D'ailleurs, on n'a rien demandé à personne. On a traversé tout cela. Donc, dans cette affaire, il est vrai que les entreprises de matières premières, qui sont fondamentalement dépendantes de cours de marchés internationaux, je ne maîtrise pas le prix du pétrole ni le prix du gaz, ce sont des marchés qui le fixent, eh bien, on accepte les prises de risques importantes pour faire face à la volatilité de ces prix. Et on ne peut le faire que parce que, d'ailleurs, mes prédécesseurs à qui je rends hommage ont construit un leader mondial qui a le bilan qui fait que nous pouvons accepter de voir cette volatilité. Donc aujourd'hui, oui, on profite du fait qu'on a baissé le point mort de l'entreprise à $25, quand le baril est à $100, ben on a $75 entreveillés de marge. On voit quand même, comme je vous l'ai dit, que la fiscalité des pays producteurs nous reprend une partie de cette marge additionnelle. C'est les fiscalités de rente et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup. On va maintenant prendre les questions en vous demandant de vous cantonner à 2 minutes par question afin qu'on puisse en prendre le maximum dans le temps qui nous est imparti. Oui, Marina Ferrari. Merci. Bonjour, Monsieur le Président, pour votre présence à nos côtés aujourd'hui. Alors, vous avez déjà partiellement répondu à certaines de mes interrogations. Quatre temps. Sur les 1,6 à 1,9 milliards d'euros que vous payez par an au global, concernant les charges sociales, les impôts de production et les impôts sur les bénéfices en France, pourriez-vous nous mettre ces montants en perspective avec l'activité, le chiffre d'affaires, le résultat du groupe en France? Deuxième point, sur les 16 milliards d'euros d'investissement que vous projetez de réaliser en 2022, vous nous avez indiqué que 25%, donc 4 milliards, iraient sur la transition énergétique et l'électricité. Qu'en est-il, quels montants seront investis en France et qu'en est-il des autres segments, notamment sur le raffinage? Vous avez déjà évoqué la question. J'ai vu par ailleurs dans vos réponses que sur les 35% de vos effectifs qui étaient situés en France, il y avait 89% des recrutements aujourd'hui qui étaient des recrutements de personnel étranger. Donc la nature des investissements à venir, que vous avez effleuré, aura-t-elle un impact sur la politique RH du groupe en matière de recrutement et de localisation des emplois en France? J'ai cru entendre un chiffre qui a été donné pendant votre intervention. On sait, et vous l'avez rappelé, que l'activité raffinage a beaucoup souffert, risque encore de souffrir dans les années à venir. Les investissements donc, sur les segments énergie renouvelable et électricité pourraient-ils préserver et développer les emplois au niveau national? Enfin, et notre collègue Amiel vous a questionné sur le sujet, la possibilité donc, de mettre en œuvre une contribution au niveau européen. Donc, quelle est votre position? Vous l'avez déjà donnée. Voilà. Mais quel pourrait être l'impact d'une telle taxation? Vous l'avez dit, mais vous avez peut-être des pistes à approfondir sur la localisation de vos activités et de vos investissements dans le cadre de la mise en œuvre d'une telle taxation. Et puis, d'un point de vue plus philosophique, je suis d'accord avec vous, on a aujourd'hui une difficulté, chers collègues, à évaluer clairement et à définir clairement la notion de surprofit. Y a-t-il des profits indus ou pas? Quand on est dans une activité de marché comme celle-ci, c'est très compliqué à établir. Voilà, merci. Bon, le chiffre d'affaires d'une entreprise comme la nôtre, grâce à vous, je le connais.
Pardon, je réponds. Ah, vous voulez que j'en prenne plusieurs mais c'est peut-être plus facile pour moi de répondre rapidement. Je vais essayer d'aller aussi vite que vous. Non, mais vous me dites que vous me calerez, c'est tout. Je veux répondre à toutes les questions, ne vous inquiétez pas. Dans le chiffre d'affaires, il y a une notion que je ne connais pas dans une entreprise comme la mienne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est fondamentalement le chiffre d'affaires dans une groupe pareil intégré. C'est le chiffre d'affaires de mes stations-service, en fait. Et il se trouve que j'ai 3000 stations-service, 3500 en France, sur 16 000 dans le monde. Stations-service ou vente de mes raffineries à des clients finaux. Le chiffre d'affaires, c'est dans les normes comptables. Et donc, il est élevé, malgré tout. Il est de 200 milliards. Il était l'année dernière de 205 milliards. Il sera sans doute plus élevé dans le monde, dont 43 milliards en France. Donc vous voyez, et pourquoi ? Parce que mon aval, mon système de distribution et de raffinage est surdimensionné, français, est plus gros, c'est l'histoire de l'entreprise, on est né en France, est plus gros que ce que j'ai mondialement dans ces métiers-là. Donc il n'est pas, on peut en déduire, ça fait 1/5 du chiffre d'affaires, et donc je dois avoir 1/5 des profits, ça ne marche pas comme ça, parce qu'encore une fois, ce n'est pas les activités où je gagne. Alors j'ai parlé d'ailleurs du raffinage, l'activité de distribution, vous le savez, on le dit souvent, c'est 1 centime du litre. Alors c'est assez facile, on vend, je crois que c'est 10 milliards de litres, ça fait 100 millions d'euros par an. C'est pas ça qui va faire, c'est pas ça qui va vous trouver, c'est positif, hein, on ne perd pas d'argent dans l'activité de distribution, c'est assez standard. On a une moyenne de 1 centime de litre net, une fois entre la marge brute et puis les coûts fixes de cette activité de distribution, c'est-à-dire de réseau et de stations-service en France. C'est un chiffre qui est bien connu. Voilà, alors la contribution à la France du 1,5 de milliard, par rapport à... Ça dépend des années. Quand je payais que 6 milliards global en 2020, comme je vous l'ai dit, 2 sur 6, ça faisait beaucoup, notamment parce que la cotisation sociale française, les cotisations sociales françaises, il faut le savoir, c'est 1 milliard, cotisation sociale patronale, hein, salariale c'est 400 millions de plus, mais patronale, c'est la moitié des cotisations sociales patronales que je paye dans le monde. La France, de ce point de vue-là, a une particularité importante. Donc, vraiment, quand c'est à peu près fixe ce montant-là, puisqu'il dépend peu, les bénéfices sont assez faibles, quand je le rapportais à 16 milliards, ça fait moins, et cette année, si c'est 30 milliards, le 1,9 milliard devrait un peu monter, parce que je pense qu'on paiera un peu d'impôts sur les bénéfices cette année, compte tenu de la situation que j'ai décrite. Bon, voilà, donc c'est difficile de relier du chiffre d'affaires et des résultats dans la mécanique, puisque dans ce chiffre d'affaires, il y a de l'intégration. D'accord ? Votre deuxième question était... Pardon, j'ai perdu le fil. Ah, les investissements. Alors, les investissements en France, je savais que j'aurais la question, donc je me regardais ça de près. Dans le matière du renouvelable, des nouvelles énergies, en gros, on investissait en 2019 400 millions, on va passer à 600, 700 millions, et on va viser à peu près 1 milliard. Je ne voudrais pas vous dire une bêtise, 1 milliard, 1,2 milliard dans les prochaines années. Donc en fait, on aura doublé, comme on le fait au niveau du groupe. Donc la France suit. La France suit dans les énergies solaires, et je l'espère demain, un peu d'éolien à terre, mais c'est compliqué, j'espère dans l'éolien offshore, on est prêt à en faire plus. Dans l'électricité, dans le biogaz également, puisqu'on a une ambition très forte. On pense que le biogaz, qui est une énergie locale, qui est du gaz vert, marche complètement avec nos stratégies gazières. Il y a un potentiel. Il faut faire en sorte de le débloquer. Il y a d'ailleurs une assez forte demande. Et puis, on veut faire un projet d'hydrogène vert sur la raffinerie de la Med. Donc, on a tout un ensemble d'activités. Bon, voilà. Donc, en gros, l'ambition, c'est que sur la France... Alors, sur la France, je parle des renouvelables, les investissements en France étaient en gros d'1 milliard, 1,2 milliard. Ils vont passer à 1,8 milliard, 1,2 milliard, parce qu'il se trouve qu'au-delà des renouvelables, on investit dans la raffinerie de Grandpuits et dans la raffinerie de Donges pour les transformer. Grandpuits en bioraffinerie, Donges pour la moderniser, puisqu'elle n'était pas capable de faire de l'essence aux spécifications européennes qu'elle exportait sur l'Afrique. On a décidé qu'il fallait que tous les produits de Total Energy soient aux normes européennes. Voilà. Dernière question, l'Europe, je crois que j'avais répondu. J'avais répondu, je pense, sur l'Europe. L'emploi ? Non, mais l'emploi, en gros, l'emploi français, ces activités renouvelables, elles ont un avantage, c'est qu'elles sont locales. Donc, chaque fois que je développe du biogaz, etc., je crée de l'emploi local. Ça ne se délocalise pas, ça. Donc, je veux dire, de ce point de vue-là, en fait, la vérité, c'est que nous avons réinvesti la France depuis 7 ans. Nous étions passés de 30 000 à 27 000, 28 000. On repart vers 35 000 parce que... Mais pourquoi ? Parce qu'on a décidé profondément que puisqu'on voulait investir dans une nouvelle énergie, l'électricité, avant de vouloir aller le faire un peu partout dans le monde, on allait commencer à le faire chez nous. Alors, il y a un contexte concurrentiel qui est ce qu'il est, mais qu'après tout, c'était aussi un moyen d'apprendre dans le marché français avant de vouloir faire l'international. Donc, on a réinvesti sur la France, et donc nos effectifs suivent en France. Et donc, oui, il y a moins d'emplois dans le raffinage français, mais il y a plus d'emplois que je crée nouveaux
dans ces nouvelles énergies qui sont encore une fois locales. Merci. Alors, nous avons 4 orateurs, oratrices qui sont inscrits. Madame Lebon, Madame Dalloz, Madame Pires-Bonne, Monsieur Cazeneuve, Madame Arrigui, Monsieur Coquerel. D'accord. Et Monsieur de Courson. Karine Lebon, à vous. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, Monsieur le Président, Directeur Général, chers collègues. Alors, vous aviez tout à l'heure parlé de la remise de 20 centimes proposée aux consommateurs, mais cette remise, elle n'est pas appliquée à La Réunion, où les prix sont identiques dans les 160 stations-service de l'île que se partagent Engen, Ola, Total et Vito. La raison invoquée, c'est d'éviter une concurrence entre stations, et cette remise, elle n'est pas non plus appliquée en Martinique et en Guadeloupe. Pourtant, fin juillet, vous aviez annoncé que cette remise s'appliquerait également en Outre-mer. Vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine, que les territoires ultramarins connaissent une situation de précarité et d'inflation qui vient s'ajouter à une crise sociale préexistante, ce qui rend ces aides particulièrement nécessaires. Donc, j'aurais souhaité avoir des éclaircissements à ce sujet. Et d'autre part, j'aurais souhaité savoir quels sont les investissements qui sont effectués concernant la décarbonation dans les Outre-mer et plus particulièrement, évidemment, à La Réunion, tout en maintenant l'emploi sur l'île. Je vous remercie. Bon, écoutez, effectivement, l'intention de Total Energy était d'appliquer partout sur le territoire français, métropolitain et dom-tom, la même ristourne. Les stations étaient uniques, c'était l'engagement. Bon, il se trouve, comme d'ailleurs nous l'avions vécu au mois de mars, lorsqu'on avait pris notre officialité sur 10 centimes, qu'il y a eu à La Réunion une levée de bouclier des indépendants sur La Réunion, que c'est quand même un écosystème relativement petit. Et je vais vous dire comment ça s'est passé, je vais être très transparent avec vous. J'ai eu un débat avec le ministre en charge de l'Outre-mer pour savoir si nous voulions continuer, et puis il y avait le préfet localement. Le gouvernement nous a demandé, au contraire, de renoncer au rabais. Comme tout ça a été mis en place en liaison avec le gouvernement, nous ne voulions pas être la cause de troubles à l'ordre public en La Réunion. Bon, je pense que c'est parce qu'il y a... Donc, effectivement, de ce point de vue-là, on n'a pas décidé, finalement, comme on avait dû y renoncer, d'ailleurs, au mois de mars, ne pas mettre en œuvre le rabais. Moi, j'en suis désolé pour les consommateurs réunionnais, mais en l'occurrence, nous ne voulions pas, quelque part, déstabiliser cet écosystème réunionnais. Et la recommandation, encore une fois, en liaison avec les pouvoirs publics, a été de ne pas donner suite. Voilà. Moi, je le regrette à titre en termes de Total Energy, mais je comprenais aussi qu'il y a des impératifs qui peuvent s'imposer à nous. La Martinique et la Guadeloupe, ça a été un peu plus compliqué que ça. Il y a certaines stations, je crois, où on l'a fait, les plus éloignées de la concurrence. Celles, là aussi. Et encore une fois, ce sont des tout petits marchés où il y avait une forme de, je dirais, les esprits se sont échauffés profondément. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire, la vérité. Alors oui, bien sûr, les territoires d'outre-mer nous intéressent, parce que ce sont des îles, et que là-dessus, les énergies décarbonées, notamment l'énergie solaire, l'énergie éolienne, ont des marchés, enfin, ont un potentiel extrêmement important. Donc on est actif, on a plusieurs fermes solaires et on essaie de développer des fermes éoliennes à La Réunion également. Alors il faut rendre compatible ce développement des énergies renouvelables avec la protection de la biodiversité dans ces îles, qui est aussi un impératif important. Et donc c'est cela qui, quelque part, freine un peu notre développement. Mais sachez que c'est haut dans notre agenda parce que ce sont des marchés où souvent d'ailleurs on utilise du fuel et où on peut trouver assez rapidement du fuel qui coûte cher pour les consommateurs. Donc ce sont des petits marchés qui ont des problèmes d'approvisionnement en énergie. Et donc on peut trouver assez facilement faire une énergie renouvelable rentable. On a également un projet important de ce point de vue-là en Guyane, d'une centrale solaire qui viendrait en complément de la centrale biomasse de la Rivaud. Donc l'outre-mer est un sujet qui est prioritaire dans notre politique de déploiement des énergies renouvelables. Merci beaucoup Marie-Christine Delloz. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci de vos réponses. Alors vous avez précisé tout à l'heure que vous n'aviez pas bénéficié d'aucune aide de l'État, donc ça veut dire pas le PGE. Vous n'avez pas demandé de PGE, d'accord. Mais j'ai entendu aussi que vous aviez la moitié de vos chercheurs du groupe qui étaient en France. Est-ce que, et comme il y a un débat qui s'ouvre là avec la Commission des finances sur le crédit impôt recherche, est-ce que vous bénéficiez du crédit impôt recherche ou non? Voilà, donc quelle proportion? Première question. Deuxième question, vous avez fait état dans les réponses que vous aviez fournies de 30 000 salariés. Vous nous avez parlé tout à l'heure de 35 000 salariés. Non, je ne sais pas, le delta, est-ce que ça bouge autant ou est-ce que... Non, c'est moi qui ai arrondi les chiffres. D'accord. Je ne connais pas tous les chiffres de l'entreprise, mais je mon esprit mathématique, je ramène tout à
Très bien. Non, mais est-ce que 5 000, ça me semblait une grosse variable d'ajustement, vous comprenez bien. D'accord. Vous avez parlé du carburant, vous avez parlé du gaz. Qu'en est-il du fioul? On en est où? Parce que je suis député d'un territoire très rural et dans nos ruralités en France, les gens se chauffent au fioul domestique. Donc, quelle perspective? Comment? Et dernière question, quelle est votre production? Est-ce que l'ensemble de votre production des raffineries est commercialisée en France? Quel est le delta entre production et commercialisation sur le territoire français? Voilà. Alors, le crédit d'impôt recherche. On a un crédit d'impôt recherche qui est à peu près 70 millions d'euros par an, je donne le chiffre, 70. Il se trouve qu'il va baisser parce que nous avons fait une réorganisation interne, nous avons regroupé l'ensemble des équipes des divers métiers. Et en faisant ce regroupement qui est l'intérêt de l'entreprise, on a supprimé 2 ou 3 structures juridiques. Et donc, nous allons avoir que 50 millions d'euros. Vous voyez comme quoi, quand on me dit qu'on optimise le crédit d'impôt en fonction des structures juridiques, chez nous, c'est faux, puisqu'on avait décidé de réorganiser l'ensemble des équipes technologiques, en fait, avec une idée profonde, c'est que les gens qui travaillent sur le pétrole et le gaz puissent demain, on les a mis ensemble avec les énergies renouvelables, décarbonées, de façon à faire de la transition juste au sein de l'entreprise. Et que les compétences aujourd'hui fortes que nous avons dans ces métiers puissent servir, notamment en conduite de projet, à accélérer sur les énergies renouvelables et décarbonées. Donc voilà, donc 70 qui va devenir 50, donc quelque part. Mais en gros, le point important, c'est que la moitié de la recherche de notre recherche est localisée en France, 2000 sur 4000, et que quelque part, ça fait partie, et notamment on a un centre très important à Pau, où nous avons près de 3000 salariés, qui ne fait pas que de la recherche, mais qui est un point. Et puis on a développé, on développe un pôle sur Saclay. Et donc on a l'essentiel de notre savoir-faire technologique et innovation est centré en France sur Pau, un peu en région lyonnaise à Solèze, et maintenant on essaie de développer un pôle pour contribuer à Saclay. Voilà pour le CIR. Le fioul domestique, bon ça c'est un sujet... alors aujourd'hui... pour être honnête, vos concitoyens, il vaut mieux se chauffer au fioul qu'au gaz en ce moment, ou à l'électricité, parce que la comparaison des prix des 3 énergies, alors c'est une grande surprise, parce qu'historiquement, le gaz a toujours été décoté par rapport au pétrole. C'est plus le cas. Moi, j'ai toujours appris dans cette entreprise. Alors là, à cause des conflits, enfin des conséquences du conflit ukrainien sur l'approvisionnement en gazier, on a vu les prix flamber. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, je vais vous dire, il y a beaucoup d'industriels, ce qui est un vrai souci, qui sont en train de passer du gaz au diesel. Ils fondent sur les générateurs diesel. Il y a beaucoup de très grandes entreprises qui refichent le diesel. Au passage, ça ne sera pas très bon pour les émissions de CO2 parce que c'est juste moins cher. Donc, première question. Alors, malgré tout, ça a monté. Je ne vais pas vous dire le contraire. Et notamment, ça monte parce que malheureusement, comme on voit de plus en plus d'industriels acheter du diesel, les cotations du diesel européen montent et entraînent quelque part le fioul. Passage... on sait qu'il y avait une conséquence importante pour le continent, pour l'Europe, de la décision de bannir les produits pétroliers russes, on l'avait dit tout de suite, c'est le diesel, parce que l'Europe est déficitaire en diesel. Pourquoi? Je vous ai dit qu'on avait trop de raffineries, mais il se trouve que nos raffineries européennes sont plutôt anciennes. Elles datent d'après la Deuxième Guerre mondiale. Et à l'époque, on faisait énormément d'essence. Donc on a designé des raffineries européennes pour faire de l'essence. Dans l'intervalle, il y a eu des politiques, notamment en France, très favorables au diesel, qui ont fait qu'on a cherché à reconvertir, mais ce n'est pas si facile que ça, de reconvertir une raffinerie de l'essence au diesel. Et donc, on produit trop d'essence en Europe, et nous exportons des essences, y compris aux États-Unis, et on importe du diesel. Le fait qu'on arrête... Alors, on importait pas mal de diesel, à peu près 1/6 du diesel français venait de Russie. Alors, on va lui trouver une autre solution. Nous, on a du diesel, on produit du diesel en Arabie, dans une raffinerie en Arabie. Il n'y a pas de problème pour approvisionner le marché français. Simplement, c'est un peu plus loin, ça va coûter un peu plus cher. Donc, on est en train il y a des conséquences. Donc, le diesel, le fioul souffre, je dirais, un peu plus des cotations de ce point de vue-là. Pourquoi, d'ailleurs, c'est assez amusant, on envoie de l'essence aux États-Unis, qui ont pourtant beaucoup de raffineries, mais c'est qu'aux États-Unis, il y a des lois qui font qu'on ne peut pas transporter des produits raffinés du golfe du Mexique vers New York en utilisant autre chose qu'un bateau pavillon américain. Il n'y a pas assez de bateaux sous pavillon américain, donc c'est les Européens qui envoient de l'essence aux États-Unis. Tout ça est un peu... Mais on en profite parce que les marges sont meilleures quand on les envoie là-bas. Voilà, donc on n'a pas un système européen autonome, je dirais, dans le manière du raffinage et
surcapacitaire en essence, déficitaire en diesel. Et donc, pour vos concitoyens, je n'ai pas beaucoup de solutions, si ce n'est que c'est vrai qu'il y a une politique qui a été lancée par le gouvernement, puisque je vous rappelle que les chaudières au fioul sont un des sujets qui fait beaucoup de CO2, d'essayer d'aider les Français à passer à la chaudière au gaz ou à la pompe à chaleur. C'est vrai qu'en ce moment, avec les prix réciproques de l'énergie, cette opération est un peu compliquée pour les convaincre. On a mis en place des aides pour le faire. On avait fait des aides pour essayer de... Et on a à peu près... ça va pas assez vite. On a 4000 clients par mois, donc on va avoir à peu près 50 000 clients par an. On a 1 million de clients sur 3 millions qui se chauffent au fioul. Il y a 3 millions de Français qui se chauffent au fioul. Nous, on en a 1 million. Et on en a à peu près 50 000 qu'on arrive à faire transiter du fioul vers gaz ou électricité. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'argumentaire est un peu plus compliqué, au-delà du coût d'acheter les chaudières nouvelles, etc. Donc voilà. Merci. Hop, Christine Pires-Beaumont. Micro, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Pounaillet, pour votre présence, d'ailleurs, et pour vos réponses. Alors, on vit un moment un petit peu particulier et inédit, où les crises se succèdent. Ces crises génèrent de l'inflation pour les particuliers. Il se trouve qu'elles génèrent aussi des bénéfices records pour certaines entreprises, dont la vôtre. Donc, beaucoup de Français, et j'en fais partie, pensent légitime que ces entreprises rendent du pouvoir d'achat aux Français et aux Françaises. Qu'en pensez-vous? Et si vous partagez cette proposition, que proposez-vous au-delà de la remise de 20 centimes par litre pendant quelques mois? À ce sujet, d'ailleurs, Total semble être le seul, d'après vos concurrents, à pouvoir octroyer une telle remise sans mettre la clé sous la porte. Je m'interroge donc sur votre marge. Quelle est la marge de Total par litre et vendez-vous à perte quand vous appliquez une baisse de 20 centimes par litre? Ce serait d'ailleurs intéressant d'avoir les volumes vendus par département, et je pense notamment au département frontalier. Le volume vendu septembre 2022, donc si vous pouvez nous transmettre ça au mois d'octobre, par rapport à septembre 2021. Autre question concernant vos filiales. Je n'ai pas eu le temps de lire le rapport de 600 pages, vous m'en excuserez. Avez-vous des filiales domiciliées en Irlande, aux Pays-Bas, au Luxembourg, à Malte, en Suisse et à Chypre? Et si oui, quel est le niveau des prix de transfert entre la France et ses filiales? Question sur l'Arenh, parce que c'est important. Vous êtes un fournisseur alternatif d'électricité en France. À ce titre, vous bénéficiez donc du mécanisme de l'Arenh. Quel volume d'Arenh avez-vous acheté en 2022 à EDF en euros? Et quelle économie avez-vous réalisée comparativement à l'achat que vous auriez fait sur le marché? Considérez-vous d'ailleurs normal que vous puissiez bénéficier d'un relèvement du volume d'Arenh entraînant un coût de 8,4 milliards pour EDF et donc pour la collectivité, alors que votre société annonce un résultat net sur le premier trimestre 2022 de 10,4 milliards, soit une augmentation par rapport au premier semestre 2021 de 92%, si les chiffres parus dans Challenge sont exacts. Et dernier point, vous avez donné des chiffres très précis sur les dividendes versés en 2020, 2021 et 2022 aux actionnaires français et étrangers. Pouvez-vous nous donner ces chiffres? Pas forcément aujourd'hui, j'entends bien. Et sur les crédits d'impôt dont vous bénéficiez, on a parlé du CIR, y a-t-il d'autres crédits d'impôt dont vous bénéficierez? Je pense au CIE, par exemple, je pense au mécénat. Et peut-on avoir ces chiffres sur les dernières années? Je vous remercie. Beaucoup de questions. Je ne sais pas dans quel ordre je vais les prendre. Les filiales internationales. Bon, écoutez, nous n'avons des filiales que si nous avons une activité opérationnelle. On est totalement transparent. Il nous reste dans les paradis fiscaux, et on passe notre temps à les éliminer, que 8 filiales aux Bermudes, je crois, de tête, dont on doit dire que 2 que nous contrôlons et 6 que nous ne contrôlons pas. Mais notre politique, depuis maintenant 2015, a été d'éliminer toutes ces filiales, patiemment. Il y en avait une trentaine, il en reste 8, totalement transparent. Dans les pays dits, il y a une question qui nous a été posée, considérée comme non coopérative par l'Europe. J'ai une filiale au Panama, mais il se trouve que j'ai une activité de gaz naturel liquéfié au Panama, où je vends du gaz naturel liquéfié pour traverser le canal de Panama. J'ai une vraie activité industrielle. Et puis j'en ai une au Fidji, et il se trouve que j'ai un réseau de stations-service au Fidji. Et vous pouvez le vérifier, il est là. Donc voilà, donc, les 2 filiales dans les États non coopératifs existent parce qu'il y a une activité industrielle. Et je peux vous dire, je suis extrêmement strict sur cela.
J'ai refusé tous les schémas, la directrice fiscale peut le dire, où des fois des gens m'expliquent que ça serait plus optimisé. J'en ai écouté, d'accord, mais c'est pas vraiment le sujet. Tout ça, c'est du troisième ordre. Par contre, la réputation de l'entreprise est plus importante à mes yeux. Donc nous bénissons ces sujets-là et le rapport vise à le faire. Les prix de transfert entre les Pays-Bas et la France, c'est les prix internationaux. Encore une fois, tout ça, c'est très... Enfin, tout le système d'une entreprise, d'un groupe international comme Total, tous les transferts fonctionnent. Il y a des contrats entre mon raffinage néerlandais et mes stations-service en France qui sont basés sur des contrats internationaux. C'est la seule façon de faire fonctionner. Et pour moi, c'est très important d'apprécier la profitabilité des divers business dans le groupe. Donc tout ça, c'est comme ça, c'est codé. Et encore une fois, c'est, je l'ai dit, contrôlé par les divers services fiscaux et notamment le service français. Vous m'avez posé des questions sur... les frontaliers, on pourra vous donner les chiffres, je pense qu'il c'est à peu près autant. Enfin, c'est clair que quand la France décide de faire 30 centimes de l'État et 20 centimes, 50 centimes, je trouve que j'étais à Évian le 1er septembre au sommet franco-allemand. À Évian, j'ai vu tout un tas de voitures qui n'étaient pas toutes françaises devant les stations de service Total Énergie. On sait qu'on a ces effets de bord. Moi, ce que je pense, malgré tout, c'est que c'est une contribution directe au pouvoir d'achat. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Et je pense que c'est une initiative qu'on avait commencé à prendre, qu'on nous a demandé d'amplifier dans le cadre des débats que vous avez, et qui me paraît une façon rapide surtout, parce que je pense que le temps de prélever une taxe et d'en le transformer en un impact sur les Français, ça prend du temps. Donc on l'a fait, on y a contribué. 500 millions d'euros, c'est déjà beaucoup d'argent pour une contribution volontaire. Je veux dire, c'est une reconnaissance que oui, on gagne de l'argent. Alors le débat avec les concurrents, je dois avouer, je ne le comprends pas. D'abord, ce qui est interdit en France, c'est la revente à perte. Il ne faudrait pas se tromper. Les textes français, la revente, c'est pas la vente, c'est la revente. Deuxièmement, moi, quand mes concurrents des stations des grandes surfaces font des prix d'achat à 1 € de l'essence du litre avec des bons d'achat dans leur magasin, nous ne plaignons pas. Ils pratiquent cela. Donc je trouve recevoir des leçons de la part d'un certain nombre de concurrents dans les grandes surfaces sur le fait que eux qui prônent les défenseurs des pouvoirs d'achat et dire que pour une fois qu'on fait quelque chose qui est visible, on va être critiqué, j'ai un peu de mal à comprendre la logique de tout ça. Donc dans l'entreprise, il est clair, soyons très clairs. Qui aujourd'hui finance les 500 millions d'euros? Mais c'est le raffinage français qui gagne de l'argent. Aux bornes de la distribution du réseau, je vous donne les chiffres, je ne gagne pas 500 millions. Mais ça, c'est un arbitrage que nous avons rendu au niveau de l'entreprise, qui est de dire, bon, bah, il y a une demande, pouvoir d'achat, on a un surplus d'un côté, on le rend de l'autre côté. Voilà comment ça s'est passé. Ça me paraît assez logique, mais profondément, les 500 millions d'euros, ils viennent des gains cette année du raffinage français. Alors, vous pouvez me dire pourquoi, voilà. Sinon, je ne savais pas financer cette opération. L'Arenh. Alors l'Arenh, c'est vraiment un mauvais débat, un faux débat. Je voudrais quand même expliquer comment ça se passe concrètement et simplement. Nous ne gardons rien chez Total Énergie de l'Arenh. Rien. L'Arenh est un moyen, en l'occurrence que le gouvernement, en passant de 100 TWh à 120 TWh, a utilisé pour maîtriser le bouclier tarifaire et son impact budgétaire au niveau de l'État. C'est un choix de l'État. Je trouve que EDF va devenir une entreprise à 100% nationale entre EDF et l'État. Pourquoi je dis ça? Comment ça se passe? Si vous avez un volume de 110 TWh d'Arenh, la façon dont nous calculons le tarif aux entreprises à qui nous tarifons l'électricité, c'est qu'on va considérer que 110 TWh, c'est 50% de l'approvisionnement français pour faire l'électricité pour ces entreprises. Donc on prend 50 €, c'est 48 fois 50%, ça vaut 25 €. Donc on leur renvoie les 25 €. Et puis les autres 50%, on va les acheter sur le marché, qui est aujourd'hui à 500 €. Et donc ça fait 250 €. 250 € plus 25 €, ça fait 275 €. Mais nous retranscrivons intégralement l'Arenh dans les tarifs aux entreprises. Je vous invite à venir le contrôler. C'est comme ça que ça se passe. Quand vous décidez de passer de 110 TWh à 120 TWh, eh ben le 50% devient 55%. Et si vous allez à 130 TWh, ça sera 60%. Donc je prendrai 50 € fois 55% fois 60%, 30 €, et j'irai chercher sur le marché que les 40 €, 40% complémentaires. Donc il n'y a pas de gain chez Total Énergie. Il n'y en a aucun. La façon dont ça se passe, c'est que c'est, encore une fois, un partage en fait de la rente nucléaire historique que l'État décide de faire en sorte que l'ensemble des consommateurs puissent en bénéficier. Pour moi, dans cette affaire, ça a été un arbitrage de l'État entre je mets 20 TWh en plus qui vont être rendus par les mécaniques que je viens d'écrire aux consommateurs, et notamment aux consommateurs des entreprises, mais également via les TRV et toute cette mécanique, parce que quand la CRE calcule son tarif régulé, le fameux TRV, elle intègre le fait qu'il y a plus d'Arenh, et donc
ça lui permet de... Et donc, quelque part, comme le tarif est bloqué, d'ailleurs, ça lui permet que la perte, entre guillemets, ou le gain, enfin, ou l'argent qu'ils devront aux distributeurs plus tard, parce que pour l'instant, on fait des pertes sur cette affaire. Je ne vais pas donner de chiffres, mais je peux vous dire que la distribution d'électricité et de gaz dans le pays est largement perdante en ce moment. Ce n'est pas un métier. D'ailleurs, quand on voit les petites entreprises s'arrêter, les petits distributeurs, je peux le comprendre vu ce qui se passe à l'échelle d'une entreprise comme la nôtre. Donc après, comme toujours, on fait des pertes, on fera des gains un jour, il faut accepter la volatilité de tout cela. Voilà pour l'ARENH. Les dividendes, je vais être très transparent, on a dépensé l'an dernier, on a versé l'an dernier 8,2 milliards de dollars, je parle en dollars, puisque les comptes, enfin les dividendes en euros, mais de dividendes, et cette année, on est pour l'instant sur une trajectoire autour de 8 milliards également du même montant. Je crois qu'on augmente de 5%, mais ça fait 100 millions, avec les divers deltas. Voilà un peu les charges que nous avons. Et c'est un chiffre qui est assez stable depuis... c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas baissé son dividende depuis 30 ans. Hein, donc on le fait progresser lentement et sûrement, parce qu'on ne veut pas... On veut que ce dividende puisse résister aux crises. On a réussi à maintenir le dividende pendant le Covid, et donc on évite de lui donner des à-coups dividendes de base qui soient trop forts, parce qu'après, quand le prix baisse, on a un souci de continuité. Merci, Christine Arrigui. Au passage, la masse salariale de Total est à peu près du même montant, 9 milliards. Oui, ça y est. Oui, monsieur le rapporteur, monsieur le président, madame la directrice financière. Merci pour votre rapport sur la transparence fiscale. Même si, bon, pour tout vous dire, en matière de rapport de performance et de transparence fiscale, moi, je préfère ceux des organismes indépendants. Mais à tout le moins, il a la vertu d'exister et on peut regretter qu'avant 2019, nous n'ayons pas de visibilité, puisque je pars de votre rapport où vous nous dites, avant 2019, nos systèmes d'information ne nous permettaient pas de collecter le montant des impôts et taxes autres que l'impôt sur les sociétés et sur les taxes de production. Et les cotisations sociales sont, par exemple, généralement intégrées dans la masse salariale. Donc, avant 2019, manifestement, vous n'étiez pas en capacité de connaître sur les 300 filiales dont vous disposez un agrégat général à la fois des chiffres d'affaires, à la fois des impôts payés et à la fois des choix que vous pourriez faire de territorialisation de ces entreprises au regard, effectivement, de ce que cette mission met en lumière, à savoir l'inadéquation du système fiscal par rapport aux pratiques de dumping fiscal auxquelles se livrent les pays, y compris européens, entre eux, et le besoin de mieux d'Europe. Le deuxième élément que je peux noter par rapport également aux réponses que vous avez faites, c'est le défaut d'anticipation des entreprises de l'énergie pétrolière et gazière. Ça ne correspond pas que à vous, hein, puisque nous avons auditionné pas mal d'entreprises. Et maritime par rapport aux urgences écologiques et à la transition de l'outil industriel. Vous nous dites 2019, moins de 1 milliard. Pour aller éventuellement vers 4 milliards. Et votre rapport est intitulé Energy is Life. Pour l'instant, c'est plutôt Energy is Death, compte tenu de la guerre en Ukraine. Alors maintenant, je vais partir de l'ensemble des réponses au questionnaire que vous avez pu faire et vous poser quelques questions pour mieux comprendre. Au-delà du sujet, où vous additionnez manifestement la question de l'imposition avec la question des cotisations sociales. Pour moi, il me semble que les cotisations sociales, c'est plutôt des salaires différés pour une couverture sociale dont nous bénéficions pour un système de répartition auquel nous sommes très attachés, dont nous bénéficierons tous à terme. Et donc, je n'ai pas pour habitude d'additionner à la fois les impôts avec ce qu'une entreprise participe au terme des cotisations sociales ou patronales. Alors, sur les différentes questions que j'aurai à vous poser... Oui, j'y vais. Vous nous dites que vous avez 300 filiales, ce qui représenterait 20 000 déclarations fiscales par an. A priori, il y a un bilan par an et donc une déclaration fiscale. Donc, de quelle déclaration fiscale parlez-vous, tout simplement? Non, mais je pose des questions. Après, vous allez évidemment apporter des réponses. Ma deuxième question, c'est concernant des éléments, ça a été déjà abordé, sur le fait qu'effectivement, vous n'ayez pas ou très peu de filiales dans des pays qui soient non ou peu coopératifs ou de paradis fiscaux. Vous y détenez néanmoins, vous nous avez répondu, une entreprise au Panama, détenue à 50%, qui sont les 50 autres %.
Et deuxième élément, sur Fidji, avec des stations-service. Alors, je suis très surprise que sur les îles Fidji, il y a besoin de tant de stations-service. Donc, combien de stations-service sur ces îles et quel est le chiffre d'affaires de cette entreprise que vous détenez à 100% sur les îles Fidji? On est à 3 minutes 30, on s'était donné la règle de 2 minutes. Oui. Donc, J'ai si je vais juste donner la parole j'ai juste général. une dernière question. Vous nous dites donc effectivement que vous êtes, votre imposition est liée aux règles de la territorialité, ce qui est bien normal, puisque effectivement c'est en fonction avec ces règles. Et donc, avez-vous fait le calcul de si tous vos bénéfices étaient taxés en France, puisque les règles pourraient être celles du siège social, combien vous paieriez d'impôts en France? La même chose, parce qu'il y a deux principes. Oui, attendez, j'éteins mon micro. La même chose, je vous l'ai répondu, parce qu'il y a un deuxième principe qui est le principe de non-double imposition. Nous ne pouvons pas être taxés 2 fois sur le même bénéfice. Donc si nous sommes taxés, si c'est votre question, donc je réponds à votre question, la même chose. J'ai répondu à votre question, la même chose. Nous ferions exactement la même chose. Bon, par ailleurs, vous pouvez faire des procès d'intention. Non, si, vous en avez fait beaucoup pendant votre questionnement. Donc je vais répondre sur le même ton. L'impôt sur les sociétés, les taxes à la production, bien évidemment, nous les connaissons. Simplement, le rapport de transparence fiscale veut agréger la totalité des impôts payés localement. Et nous n'avions pas besoin, jusqu'à cette décision que nous avons prise d'être totalement transparent, de remonter tous ces chiffres par nos services d'information. On a fait un développement informatique important pour permettre à notre directrice fiscale d'établir ces chiffres et par ailleurs de les faire auditer par les commissaires aux comptes, parce que nous ne publions pas, nous sommes une société cotée, et nous ne publions pas des chiffres sans qu'ils soient audités. Alors effectivement, on est remonté 3 ans en arrière, 2019, ça prend du temps, parce qu'on dépose des déclarations fiscales, par exemple pour l'année 2021, jusqu'à la fin de l'année 2022. Il se trouve que dans divers pays, certaines en France et au mois de mai-juin, il y a des pays où on dépose des déclarations fiscales jusqu'à l'année suivante. Donc on ne peut avoir les chiffres de 2021 qu'en gros en mars 2023. Pourquoi 20 000 déclarations? Mais parce qu'il y a une multiplication d'impôts, il n'y a pas que l'impôt sur les sociétés. D'ailleurs, en France, vous avez votre questionnaire le montre, mais il y avait plusieurs lignes. Donc on fait autant de déclarations fiscales que d'impôts et autant que de filiales qui sont considérées. Voilà pourquoi il y a 20 000 déclarations fiscales et que j'ai effectivement des équipes importantes. Vous m'avez demandé, vous m'avez dit éventuellement 4 milliards. Non, je ne dis pas éventuellement 4 milliards que j'investis dans les énergies renouvelables. Si je dis quelque chose devant vous, je n'ai pas pour habitude de mentir. Je dis 4 milliards parce que c'est au moins 4 milliards, d'accord ? Et nous le reportons. Une société cotée a des devoirs de transparence vis-à-vis de l'ensemble de ses actionnaires. Et c'est extrêmement important à nos yeux que tout le monde ait des informations. Donc quand on dit quelque chose, c'est qu'on l'a fait. Voilà pour les cas. Alors après, les Fidji, ils ont le droit de rouler. Il y a des stations-service de Total Energy en Fidji, comme il y en a en Nouvelle-Calédonie, comme il y en a à Tahiti. Il se trouve que, historiquement, notre bonne entreprise avait décidé de déployer des réseaux de stations-service dans le Pacifique. Et donc, vous pouvez aller vérifier que les stations-service existent. Si ça vous invite, je vous invite à venir au Fidji. D'ailleurs, c'est assez sympathique pour les vacances. Enfin, à Panama, je vous l'ai dit, c'est une activité de gaz naturel liquéfié. Il y a un terminal de gaz naturel liquéfié. Il me semble que c'est une société américaine, mais on va vérifier, où nous, effectivement, nous avons une action. Nous utilisons ce terminal de gaz naturel liquéfié de Panama pour fournir du gaz naturel liquéfié à des centrales électriques à Panama. Nous en fournissons aussi à Puerto Rico et dans d'autres îles des Caraïbes. Voilà. Donc, tout ça a une réalité physique et commerciale que vous permet que je n'ai aucun problème pour vous donner tous les éléments et pour répondre à vos questionnements. Merci, Monsieur Tanguy. Excusez-moi. Merci, Monsieur le co-rapporteur. Merci, Monsieur le Président Pouyanné. Merci d'être présent. Je profite de votre présence pour saluer ce qui peut fait l'efficacité et quand même la performance de l'entreprise Total, qui est quand même une grande entreprise française depuis de longues années, dirigée par des patriotes. Je pense au souvenir de Monsieur Margerie. Et ce faisant, je pense que c'est une des raisons de notre présence aujourd'hui en nombre, mais aussi de l'hypocrisie qui parfois entoure cette commission. Nous faisons une commission aujourd'hui pour découvrir que la France ne produit pas de gaz, ne produit pas de pétrole. Et nous nous demandons pourquoi nous ne pouvons pas les taxer comme la Norvège peut le faire. Et je pense qu'il y a une grande incompréhension. Première incompréhension, même si les bénéfices que vous faites sont dans des pays producteurs de gaz et de pétrole, les Français estiment, et moi je pense à juste raison, qu'ils ont participé à l'émergence de Total. Historiquement, Total n'existerait pas, et d'ailleurs vous êtes une grande compagnie pétrolière sans réserve nationale domestique, parce que vous avez eu le soutien
depuis presque un siècle de l'État pour entreprendre avec succès. Hein. Et vous-même avez fait votre part du travail, mais vous n'avez pas été seul dans cette aventure. Et je pense que les Français aujourd'hui s'estiment lésés et ont l'impression que vous ne participez pas à la mesure des efforts qui vous ont permis d'être cette grande compagnie. Je pense notamment aussi à la formation du capital humain. Vous avez dit, vous refacturez 2 milliards d'euros de services, ce qui est bien, je l'entends, mais vous-même, vous êtes issu d'un grand corps de l'État, et c'est tout à votre honneur, et les capacités de Total et de ses partenaires industriels à exploiter des gisements de plus en plus difficiles, d'ailleurs de plus en plus techniques à travers le monde, sont liés aussi au fait que vous êtes formés en France par une excellence française, vous êtes protégés, l'État français protège vos brevets, protège vos propriétés, bon, malgré parfois avec des difficultés qu'on peut connaître dans d'autres, avec la guerre en Russie, mais d'une manière générale, vous n'êtes pas une société seule dans la mondialisation, vous êtes une société française, et je pense que les Français estiment que votre participation n'est pas à la mesure de ce que vous devez à la France. Et c'est le sujet, je pense, de cette commission. Par exemple, vous avez dit sur le fioul, Madame Dalloz a dit à juste titre que nos compatriotes dans les zones rurales se sentaient en grande difficulté. Si vous venez avec moi, Monsieur Pouyanné, expliquer à quelqu'un qu'il faut qu'il change sa chaudière alors qu'il est au SMIC, il n'y arrivera pas. Donc, notamment, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas le rabais de 20 centimes que vous faites sur le carburant? Pourquoi est-ce que vous ne le mettez pas sur le fioul pour cet hiver? J'ai nos administrés ici, c'est au-delà des étiquettes partisanes, qui font des crédits, Monsieur Pouyanné, pour remplir leur cuve à fioul, car vous savez qu'il est beaucoup plus cher. Il va falloir conclure, s'il vous plaît. Non, il y a eu 3 minutes 30 pour Madame Arrigui. Grande difficulté pour payer cela. Sur les surcapacités en Europe, je suis désolé, la dieselisation du parc français a été faite par l'État français, certes, mais vous le saviez. Donc dire que les raffineries datent de la Seconde Guerre mondiale, il y a une organisation industrielle qui n'est pas pertinente pour la France et qui n'est pas non plus souveraine. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes dans les mains de pays hostiles et il y a une question de souveraineté nationale qui n'a pas été anticipée par Total et l'État français, parce qu'on est responsable entièrement de ça. Et là, maintenant, nous sommes bloqués. Et on voit bien que vous maîtrisez l'entièreté de la chaîne, puisque vous pouvez faire cette marge de 20 centimes que les distributeurs ne peuvent pas faire. Donc, on voit bien que vous maîtrisez l'entièreté de la chaîne de valeur de production, et que donc, quand vous dites que les bénéfices sont dans un lieu, c'est aussi lié à l'organisation de la filière pétrolière en général, pas seulement de Total. Il est 3 minutes 30, donc là, on va vraiment passer à la réponse du président directeur général pour qu'on puisse avoir des questions de l'ensemble des participants. Merci. Voilà, vous voyez bien que les Français attendent des réponses précises à la participation à l'effort national. J'ai souvent répondu dans des interviews que je revendiquais notre nationalité française. Je suis conscient que nous sommes sur le territoire français. À vrai dire, on est une entreprise assez originale, puisqu'on est de loin la seule entreprise dans les 4-5 plus grandes entreprises pétrolières, gazières et maintenant d'énergie mondiale qui n'avons pas de base nationale. On avait essentiellement, historiquement, le gisement de Lacq. Ce qui fait d'ailleurs que, parmi les premiers gestes que j'ai faits en tant que PDG, j'ai considéré que même si le gisement de Lacq ne produit quasiment plus de gaz, nous avions un devoir vis-à-vis de ce territoire de retrouver de l'industrialisation sur Lacq et qu'on ne s'agissait pas de dire « je m'en vais et je pars ». Donc on travaille, et ça je pense que c'est très important à mes yeux, et c'est vrai aussi pour les sites où historiquement on avait des raffineries, etc., de faire en sorte qu'il y ait une forme de responsabilité territoriale d'une entreprise comme la mienne vis-à-vis des territoires où nous sommes implantés, parce qu'autrement, je suis d'accord, les gens nous voient, ils nous voient venir, on a profité de la production du gaz de Lacq et ils nous voient disparaître. Et ben, on a dit non, on va s'attacher à redévelopper des activités à Lacq, qui vont être d'ailleurs du biogaz, qui vont être d'autres activités, ou aider d'autres industriels à s'implanter, mais on a décidé de rester impliqué là-dedans. Donc je comprends votre débat. Je pense que la meilleure réponse à votre question, c'est qu'est-ce que je vais investir en France? Comme je l'ai dit tout à l'heure sur les énergies décarbonées, la première priorité de nos investissements, ça va être la France, où j'investis à peu près en ce moment un sixième de ce que je fais dans les énergies décarbonées. Donc c'est un moyen pour moi de rendre, entre guillemets, si c'est ça votre question, au pays une partie de ce qu'il nous a apporté. On en est conscient. Mais je pense également que notre entreprise, lorsqu'on se développe mondialement, on sert aussi vis-à-vis d'autres entreprises françaises qui viennent avec nous à l'international de locomotives pour leur ouvrir d'autres marchés. Donc les retombées d'une entreprise comme Total Énergie en termes économiques vont au-delà du simple périmètre d'activité de Total Énergie et des impôts que nous pouvons payer et que vous jugez indifférents. Donc voilà, vous savez, quand vous avez... c'est un grand atout pour notre pays. Notre siège est en France et dans le comité exécutif de Total Énergie, il se trouve qu'il y a aujourd'hui 6 Français sur 8. La nationalité des dirigeants influence le choix de leurs décisions d'investissement. Si nous investissons comme nous le faisons en ce moment pour moderniser une raffinerie de Donge, je ne suis pas certain
que mes concurrents américains qui ont des raffineries en France auraient pris la même décision. Donc il faut voir aussi que ça a c'est tout simplement parce que ces sujets-là, nous les vivons directement au quotidien, les organisations représentatives sont en face de nous, que nos 30 ou 35 000 salariés français, on s'en sent responsables comme tous les salariés, mais un peu plus responsables parce qu'on est présent. Donc c'est tout ça qui fait la dynamique française d'une entreprise comme Total Energy. Et je pense, après j'entends votre point, et de ce point de vue-là, je répète ce que j'ai dit, je pense que l'incitation du gouvernement à augmenter notre rabais, pour moi, a été finalement positive, puisque les Français aujourd'hui plébiscitent cette opération en venant dans nos stations et voient concrètement que ces profits se traduisent par... Et finalement, c'est ça qui les intéresse à la fin. Voilà, je ne suis pas sûr qu'ils voient les milliards partir dans le budget de l'État. Voilà ce que je peux répondre à votre questionnement sur le caractère français de l'entreprise dont nous sommes fiers et qui est un atout. Vous savez, si nous avons gagné des contrats au Qatar, c'est parce qu'on est implanté au Qatar depuis 30 ans par nos propres activités, mais c'est aussi quelque part parce que dans le jeu diplomatique, il se trouve que Total est le seul pétrolier et gazier mondial non anglo-saxon dans les 5 premiers. Et que cette carte, on sait la jouer, et que le fait que la France soit membre du Conseil de sécurité des Nations Unies peut nous aider. Voilà. Dans la diplomatie, ça c'est pas tangible, c'est de l'intangible, mais on joue aussi de ces cartes pour essayer de faire rayonner l'entreprise. Rabais sur le dessus, j'ai pris votre question, je ne vais pas répondre aujourd'hui. Je n'ai pas entendu. Non mais attendez, ça là-dessus, les politiques diesel en France, quand dans les années 95, il y a eu en gros un shift des constructeurs automobiles vers le diesel. Moi, je n'étais pas dans le raffinage, je n'étais pas chez Total Energy. À l'époque, j'étais dans l'État français, conseiller à Matignon. Il y avait immédiatement, les entreprises pétrolières ont dit « Attention, on n'a pas les outils ». Et en 95, investir dans des... C'est des milliards qu'il fallait investir pour... On l'a fait sur certaines raffineries. On a investi dans une unité à Normandie dans les années 2010 pour pouvoir faire plus de diesel. Aujourd'hui, je vous signale que c'est un pari qui est un peu perdant puisque 10 ans après, les consommations de diesel en Europe diminuent, qu'on repart pour des raisons et que les constructeurs automobiles abandonnent le diesel pour aller vers l'essence. Donc tout ça, c'est parce que c'est de l'industrie lourde et que, encore une fois, il y a des choix, des décisions dont parfois il y a un delta entre les décisions qui vont être prises par une entreprise comme la nôtre et des politiques publiques qui peuvent varier comme elles varient. Et c'est un problème d'adéquation entre les deux. Merci beaucoup. Comme l'heure tourne, du coup, on va prendre les 2 dernières questions ensemble et ça vous permettra de répondre et de conclure tout à la fois. Celle de Charles de Courson qui représente, du coup, je comprends, Michel Castellani pour le groupe Lyot et celle du rapporteur général du budget, Jean-René Cazeneuve. Monsieur le Président, première question. Vous avez d'autres raffineries en Europe, vous n'en avez pas simplement en France. Est-ce qu'elles sont aussi déficitaires que vos raffineries françaises? Deuxième question. Pourquoi, après 9 ans, vous avez accumulé 4 milliards de pertes sur vos raffineries françaises, pourquoi vous ne les avez pas fermées? Troisième question, si on appliquait au compte 2022 anticipé le dispositif du bénéfice mondial consolidé, est-ce que, la réponse que vous avez faite tout à l'heure, est-ce qu'elle est encore valable ou pas? Puisque vous savez à peu près où vous allez. Quatrième question, plutôt que de faire une taxation exceptionnelle, ne faudrait-il pas plutôt poursuivre une baisse raisonnable de quelques centimes, peut-être jusqu'à 10 centimes, en 2023? Et puis, dernière question, est-ce que vous avez eu des recours sur le caractère légal ou pas légal de cette baisse de 20 centimes de la part de vos concurrents? Vous avez parlé de réaction de certains de vos concurrents, mais y a-t-il des contentieux en cours? Et puis, sur les effets pervers d'avoir 30 centimes de l'État et 20 centimes pendant 2 mois de Total, puis 10 centimes et 10 centimes, moi je suis de l'Est. Hein. On subventionne, en fait, côté État, les Allemands et les Belges. Moi, je ne suis pas anti-belge ou anti-allemand, mais en fait, il y a quelque chose d'aberrant, puisqu'il n'y a aucune coordination sur les frontières. Donc, les gens viennent massivement chez nous, à tel point qu'y compris chez moi, je suis marnais, hein, certaines de vos stations sont perpétuellement fermées.
Ben, vous pouvez vérifier ce que je vous dis, hein, puisque moi je m'approvisionne chez Total sur la route de Châlons à Vitry-le-François, vous verrez, elle est tout le temps fermée. Ils sont en rupture de stock. Il y a des fils, il faut 1 heure, 1 heure et demie pour s'approvisionner. Et donc il y a partout hors service, et puis après on a totalement fermé. Oui, monsieur le rapporteur, monsieur le président, merci beaucoup pour votre présentation. D'abord, moi, je voudrais saluer et l'entreprise et ses performances, saluer les salariés de Total et ses dirigeants. Si nous avions un champion français dans chacun des secteurs, notre pays probablement se porterait beaucoup mieux. Ma question est, vous êtes sur un marché mondial, vous êtes en compétition avec des entreprises mondiales. Quelle est votre performance relative en matière justement de profitabilité par rapport à vos compétiteurs au niveau mondial? Deuxième question, je suis assez surpris que la distribution, autant je comprends la raffinerie, on est évidemment en compétition européenne voire mondiale, autant la distribution est assez locale. Pourquoi votre distribution n'est pas rentable, en tous les cas à des niveaux de rentabilité qui sont extrêmement faibles? Troisième élément, est-ce que sur les 2 taxes qui sont envisagées au niveau, 2 contributions, pardon, au niveau européen, une fois sur les producteurs d'électricité, l'autre sur la partie hydrocarbures, est-ce que vous avez regardé combien de filiales, combien de pays en Europe étaient concernés potentiellement par cette contribution? Quatrième point, est-ce que vous prévoyez pour 2023, et là je rejoins peut-être la question mon collègue de Courson, est-ce que vous envisagez de poursuivre votre effort de 20 centimes d'une manière ou d'une autre, ou de participer à ce qu'on appelle le fonds vert, ce qui serait une participation volontaire pour aider à la transition énergétique? Et puis dernier point, est-ce que vous avez, alors c'est qu'évidemment la question est impossible, mais quelle projection, est-ce que vous avez une projection du prix du baril l'année prochaine? Parce que j'imagine que celui qui sait est très riche, mais voilà, est-ce que quelle anticipation macro vous faites de son évolution? Merci, Monsieur le Président. Oui, merci. Alors, on va vous laisser la parole juste pour dire à tout le monde que ça sera aussi l'intervention de conclusion, voilà, pour qu'on essaye de terminer dans les temps. Et je rajoute une demande de précision qui va être très courte. Je n'ai pas très bien compris tout à l'heure votre réponse à la question sur les marges avec la remise de 20 centimes. En quelque sorte, ma question est simple. Est-ce que vous avez une marge quand vous vendez le carburant avec la remise de 20 centimes ou pas? Merci. Et je rajoute aussi une toute petite question de précision. Vous avez mentionné le chiffre de 8 milliards pour les dividendes que vous verseriez en 2022, en précisant d'ailleurs que depuis 30 ans, ce montant des dividendes versés était à peu près stable. Ah pardon, du coup, vous pourrez préciser. Donc ma question est effectivement de savoir si dans la hausse des profits que vous prévoyez pour l'année 2022 au niveau mondial, c'est-à-dire qu'une grande partie serait ou bien provisionnée, ou bien alimenterait les investissements, ou bien alimenterait votre politique salariale ou différents gestes. Je peux vous dire d'abord, je désendette l'entreprise. Lorsqu'on a traversé le Covid, je vous ai dit qu'on n'a pas demandé d'aide, mais on a augmenté l'endettement de l'entreprise, on a un bilan, nous aurons une dette quasi nulle à la fin de l'année. Donc la priorité dans ces métiers-là, compte tenu de la volatilité extrême des prix, c'est la meilleure protection de l'entreprise, c'est d'avoir un bilan le plus désendetté possible. Donc en ce moment, c'est-à-dire une chance quelque part, on va désendetter l'entreprise pour le point. Donc voilà. Alors je vais revenir je vais essayer dans l'ordre. Alors Monsieur de Courson, vos questions. Il se trouve que mes raffineries d'Anvers en Belgique, de Zélande en Hollande et de Leuna en Allemagne fonctionnent avec des taux de fonctionnement mieux et gagnent de l'argent. Elles sont plus modernes, je vais vous le dire aussi, ça c'est la réalité des outils, mais ont gagné de l'argent au cours des dernières années, ce qui fait d'ailleurs que je réponds à une question de M. Cazeneuve, où est-ce qu'on va payer la contribution européenne? Allemagne, Pays-Bas, Belgique, France, Danemark, Italie. Les 6 pays où, si, en l'état du texte, alors après, je ne sais pas s'il va vous dire, mais en l'état du texte, c'est les pays où nous produisons, où nous raffinons. Voilà les 6 pays où nous serons amenés dans l'Union européenne à payer cette contribution. Pourquoi je continue à investir dans 4 milliards d'euros de pertes? Parce que quelque part, d'ailleurs c'est pour ça que je vais en partie répondu en vous disant qu'on avait décidé de commencer à transformer des raffineries en bio-raffineries, justement pour mettre fin aux pertes. Oui, mais vous savez, quand on a investi à peu près 400 millions d'euros sur la raffinerie de la Med, c'était à peu près 4 années de pertes. Donc j'ai dit, il faut le faire. Maintenant, cette raffinerie est à l'équilibre. Elle fait par ailleurs un biocarburant, du biodiesel, dont on a besoin pour la transition énergétique. Grand Puy, c'est pareil. Donc on a le calcul. Simplement, c'est des opérations massives qui demandent beaucoup d'efforts, de compréhension, parce qu'à chaque fois, il faut réinvestir. Il y a des enjeux sociaux.
Nous ne voulons pas, j'ai un impératif depuis PDG, je ne licencie personne en France. Et donc toute opération de reconversion doit se traduire par des plans qui font en sorte qu'on retrouve des emplois à tout le monde. Je ne sais pas le faire sur toutes les raffineries en même temps. Et par ailleurs, il se trouve que j'ai quand même besoin de quelques raffineries parce qu'aujourd'hui, ce qui fait rouler les Français et les Européens, c'est quand même de l'essence. Et donc on a besoin de garder un équilibre. Et c'est tout le débat de la transition énergétique. C'est combien je garde d'outils de raffinage. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va garder les plus forts, les plateformes les plus importantes. En France, c'est Normandie notamment, mais on investit aussi à Donges pour la moderniser. C'est sans doute Anvers en Belgique, c'est sans doute Leuna, même si Leuna en Allemagne, compte tenu de ce qui se passe, qui est au bout du fameux tuyau russe, la question de comment tout ça va fonctionner est devenue très compliquée avec le conflit. Bon, voilà un peu les points. Non, BMC, je pense qu'honnêtement, le BMC, je vous l'ai expliqué, c'est une mécanique en fait où on prenait la base mondiale, on déduisait les impôts. La vérité, c'est que c'était pour Total Energy une assurance anti-catastrophe dans un pays, anti-nationalisation. Si tout d'un coup, ce qui se passe d'ailleurs en Russie, je suis amené à arrêter les actifs, je ne sais pas avoir des pertes fiscales russes. Si j'ai un bénéfice mondial consolidé, je pourrais imputer potentiellement des pertes russes sur mon bénéfice mondial sans avoir de fiscalité en Russie. Donc c'était plus vu par le management de l'époque comme une espèce d'assurance anti-nationalisation, anti-catastrophe que réellement d'optimum fiscal. Donc c'est pour ça d'ailleurs quand il y a eu le débat à l'époque au Parlement qui a conduit à dire il faut on arrête, il y a eu des rapports, etc. L'entreprise n'était pas c'était naturellement inscrit au bénéfice mondial consolidé et pris l'option parce qu'il y avait une espèce d'assurance, mais ce n'était pas un problème d'optimum fiscal en tant que tel, les impôts. Donc la réponse pour moi à votre question est non. Bon, ma directrice fiscale contrôlera, mais je pars sous son contrôle. C'est ce que j'ai compris en tout cas du mécanisme. La continuité en 2023 va quand même dépendre du niveau des taxations que vous allez tous décider, je puis me permettre. Je sais bien que... Mais on peut pas... On a fait ce mouvement volontaire. Et comme je m'étais exprimé d'ailleurs publiquement en l'esprit, non seulement les clients nous entendraient, mais l'ensemble des représentations politiques, enfin des représentations parlementaires nous entendraient, moi j'attends de voir ce qui va sortir aussi du niveau européen et combien va représenter l'effort européen. Il représentera sans doute, enfin il sera au-delà du milliard d'euros. Moi j'attends de voir exactement quelle va être la base et comment vont être taxés ces profits, avant de décider si la partie volontaire continue ou non. Je vais... recours légal, non, il n'y a pas de recours légal, mais honnêtement, il n'y a pas de base légale. Tout le monde se plaint, mais nous ne sommes pas en position dominante. Nous avons 3400 stations sur 12 000, 11 000. C'est pas une position dominante, il n'y a pas d'abus de position dominante, il n'y a pas de revente à perte. Et par ailleurs, je peux vous démontrer, et moi je ne me suis jamais plaint, quand un certain nombre de concurrents, je ne vais pas citer leur nom, font des opérations de promotion sur l'essence pour vendre plus dans leur supermarché. C'est de l'intégration horizontale, de faire de l'intégration verticale. Voilà. Donc, et je peux vous dire que cette question, la vérité, c'est que quand j'ai eu le débat avec le ministre de l'économie, j'ai exactement posé la question en disant, et sommes-nous certains que de point de vue concurrentiel, et le Bercy nous a rassurés sur ce point, comme mes juristes d'ailleurs. Voilà. Donc il n'y a pas de recours. Il y a eu une demande amiable de la part d'un de mes concurrents et partenaires de lui faire le même rabais. Malheureusement, ça, c'était... là, on changeait. S'il fallait que je subventionne toutes les 11 000 stations de service de France, ça, c'est plus 500 millions d'euros. Ça aurait été 2 milliards. Et ça, je n'étais pas prêt à le faire, pour être honnête. Voilà. Et la Marne, j'ai noté. Donc, vous aurez de l'essence dans votre station-service, monsieur de Courson. Je vais m'en occuper dès mon retour au bureau cet après-midi. Mais je sais qu'on a un souci, c'est qu'honnêtement, notre système de logistique n'est pas fait pour faire appel à un tel niveau. On a été dépassé, franchement, par la... Et c'est une vraie leçon de voir comment les signaux, un petit peu plus, font déplacer. Effectivement, les concurrents n'ont pas suivi. Au passage, certains concurrents, il n'y a pas que nous qui raffinons du pétrole en France, hein. Et qui faisons... donc il y en a d'autres. Je veux dire, voilà. Bon. Non, il y a encore... nous faisons que la moitié du raffinage français aujourd'hui, à peu près. Performance relative, je sais... écoutez, Total Energy est une entreprise qui fonctionne bien. Nous avons, parmi les 5 plus grands pétroliers privés mondiaux, qui sont des nains, nous avons aujourd'hui, je dirais, nous sommes le numéro 4 en termes de génération de cash flow. Notre profitabilité est un peu supérieure à celle des autres. Aujourd'hui, mais grosso modo, en tout cas, on tient notre rang. La vraie différence, c'est que nos concurrents américains distribuent beaucoup plus d'argent à leurs actionnaires que nous, beaucoup plus.
à peu près 45% de leur cash flow, quand nous, on est plutôt à 30-35%. Et ça fait que les cours de bourse des entreprises américaines pétrolières sont à peu près 1,5 fois plus élevés que les entreprises pétrolières européennes. Voilà. Donc il y a un retour, il y a une culture de côté américain qui est différente de ce point de vue-là des pratiques des sociétés européennes. Je vous ai répondu sur les pays européens concernés. Je ne sais pas. Prix du baril, honnêtement, je peux vous dire que on a dû prendre comme une hypothèse $80 dans notre budget, mais bon, c'est pas. J'en sais rien. On s'est tout le temps trompé. J'en sais rien. Je veux dire, mon sentiment le plus difficile pour nous, et non pas d'ailleurs le prix du pétrole, mais le prix du gaz européen, où là, on est dans un espace qui, malheureusement, je profite pour le dire, ce qui se passe, c'est un problème. Il n'y a plus de liquidité sur les marchés du pétrole, du gaz et de l'électricité. Il n'y a plus de liquidité. Pourquoi ? Parce que ce sont des marchés où les appels de marge peuvent être extrêmement élevés et on a des peurs de contrepartie. Nous avons donné des instructions à nos traders d'être extrêmement prudents pour intervenir sur ces marchés. Il est urgent que, et je pense que c'est dans le plan européen, que les États prennent des mesures pour assurer, entre guillemets, que garantir ces marchés du gaz et de l'électricité, c'est-à-dire servent d'ultime contrepartie, eux, les États ou la Banque Centrale Européenne. Parce qu'aujourd'hui, notre peur, quand vous avez des appels de marge de plusieurs milliards dans une soirée, c'est que si la contrepartie fait défaut, les milliards disparaissent. Et donc aujourd'hui, le marché ne fonctionne pas par manque de liquidité. Et par ailleurs, il est parti dans un espace assez nouveau. Le marché de l'électricité ne price plus du tout la centrale à gaz marginale, comme on vous l'a dit, c'est plus ça. Il est en train de se mettre à un niveau qui est combien un industriel est prêt à payer de l'électricité pour continuer à faire tourner son usine, sachant que certains vont arrêter. Donc on est au-delà de toute rationalité. Donc il y a un problème de liquidité. Et ma recommandation vivement, j'en ai fait part public, c'est qu'il faut donner des bonnes nouvelles à ce marché. La bonne nouvelle annoncée par le président de la coopération franco-allemande, je vous donnerai du gaz, vous donnerez l'électricité, c'est très important. Il est très important que le marché ait le sentiment que la solidarité européenne va fonctionner. Et que dans cette affaire, il faut prendre en main toutes les économies qu'on a à faire, dire qu'on va y arriver, plutôt que de dire qu'on va rationner, arrêter, désarrêter, c'est des messages négatifs, ça fait monter tous les prix. Il faut au contraire se dire, oui, on doit faire des économies collectives d'énergie. Nous allons lancer une campagne d'ailleurs de communication et on va d'ailleurs mettre une tarification pour que les gens, nos clients dans l'électricité qui économiseront plus de 5% par rapport à la consommation de l'année dernière, on va leur renvoyer de l'argent, on va leur rendre de l'argent, on va les inciter à économiser de façon positive. Il faut que cette question d'économie d'énergie soit vue positivement parce que c'est ça la bonne réponse. Sinon, ces marchés aujourd'hui, honnêtement, ne sont pas très raisonnables. Bon, vous ne m'avez pas posé une question bizarrement sur les rachats d'actions, puisque dans le débat, qu'est-ce que vous faites des rachats d'actions ? Je vais vous dire, en fait, une entreprise comme la nôtre, je vais vous dire ce qui se passe. Depuis 2015, on a eu des temps assez compliqués, quand le prix s'est effondré. Nous avons émis des actions. J'ai émis près de 400 millions d'actions, c'est à peu près 15% du capital, parce que pour faire des opérations, je ne pouvais pas les payer avec du cash et de la dette. On rachète des actions depuis 2018 et je n'en ai racheté des 400 millions que 250 millions. En fait, le rachat d'actions, c'est racheter les actions que nous avons émises à un moment où la situation était difficile pour que l'entreprise continue à se développer, et nous avons dilué nos actionnaires de façon à racheter les actions. Voilà ce que nous faisons en ce moment. Donc oui, nous rachetons des actions, mais j'en ai encore racheté, ne serait-ce que pour revenir au même niveau d'équilibre. C'est ça, enfin, les gens voient les rachats d'actions comme des moyens un peu étranges, mais en fait, pour moi, nous avons utilisé les actions pour faire, par exemple, une opération de rachat de la compagnie danoise Maersk Oil, qui s'est révélée être une excellente opération, par des actions, et bien maintenant, on les rachète les temps meilleurs. Donc, il y a des temps durs où on utilise des actions et on dilue nos actionnaires, il y a des temps meilleurs où on élimine les actions qu'on a émises. Voilà un peu comment on pilote et quelle est la philosophie derrière ces rachats d'actions au sein de Total Energy. La marge ? La marge, non, je vous ai dit, la distribution ne perd pas d'argent, elle gagne 100 millions d'euros en France, 1 centime du litre en moyenne après coût fixe. Donc je vous ai dit, effectivement, quand je consacre 500 millions, ben, ça vient du raffinage, voilà. Mais encore une fois, voilà, non, c'est simple, c'est un transfert des surplus du raffinage qui finance l'opération des rabais. Mais c'est bien l'esprit dans lequel vous êtes, puisque vous nous dites, vous faites des surprofits sur le raffinage, ben, on est en train de les utiliser pour financer l'opération des rabais. Donc dans chaque litre vendu, avec la remise, vous perdez de l'argent. À ce niveau-là, on perd de l'argent. C'est pour ça que je vous ai parlé d'un coût tout à l'heure. Non, je comprends pas, ça me paraît logique.
Bien, merci beaucoup. Donc, nous concluons nos travaux pour la journée. Nous nous retrouvons mardi prochain pour la suite de ces auditions.